Bonjour. Nya. Salut Isor, comment ça va? Isor, en fait, j'ai refait ta commande. Sache que ta commande est re-existante. J'ai l'impression d'oublier un truc. J'ai l'impression que je me suis dit il y a 30 secondes. Hé, faut que je pense à ça. Il y a 30 secondes. Franchement, ça va. Ça va un peu mieux? Oh, c'est très bien, Isor. Ouais, elle fonctionne trop bien. J'essaie de mettre le bouquin sur le côté, mais pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié un truc? Ah oui, on a eu des pertes de frame. Ouais, ça dépend de la co, je pense, j'imagine, certains jours. On a eu 448 images perdues sur l'intro. Et mettre la scène, peut-être, c'est pas mal, mettre la scène. Oh la vache, j'ai le teint d'un mort-vivant. Attendez, déjà je vais éteindre ça pour pas m'éclater la gueule. Ensuite, ailleurs, je peux mettre ça. Si je veux pas avoir la... Oula, calme-toi. Si je veux pas avoir la ring light dans la gueule, j'ai pas envie de mettre la ring light. J'ai jamais envie de mettre la ring light. J'ai acheté un truc pour me rendre compte que c'était giga chiant. Comme tous les gens qui disent avoir une lumière dans la gueule, bah en fait, c'est giga chiant. Voilà. Ça fait 2 ans que j'ai ça, je m'en sers à peine. Par contre, cette lampe là, très très bien la lampe. En plus, il y a bientôt Biche qui va arriver, donc vous allez pouvoir la voir jouer avec la lampe et se cramer la rétine à loisir. Ça sera parfait. Un pur divertissement. Oui, la musique, c'était The Willow Maid d'Erutan, qui est une musique qui est vraiment très très jolie, mais dont le texte est vraiment très très bresson. Enfin, en gros, quand tu écoutes les paroles, c'est bresson. J'aime beaucoup cette musique, je l'avais découvert quand je créais la performance sur la pédocriminalité, et que je cherchais des inspirations à travers la musique ou des trucs comme ça, enfin des trucs avec qui sont sur une temporalité, d'accord, pas juste par exemple une peinture qui parlait des violences sexuelles du coup. Et c'est le sujet entre autres de cette chanson. Bien le sujet de cette chanson pour le coup. Euh, on me répond à des trucs, je ne sais pas ce qu'on me dit. Ah oui, et j'ai un problème aussi. Optimiste que moi de Mylène Farmer est dans cette vanne aussi. Ouais, enfin, je la connais pas, faudra que je l'écoute, mais j'ai toujours peur avec ce genre de zik. Là, The Willow Maid, l'avantage, c'est que c'est de l'anglais. Et du coup, je sais pas. Non, parce que je comprends quand même de ouf les paroles et pour l'avoir entendu pas mal de fois quand je travaillais sur ma perf, même si elle est pas dans la perf cette musique, mais je l'ai beaucoup écoutée pour m'inspirer en fait. Vu qu'en plus je travaillais sur un univers de contes horrifiques et tout pour enfants, pour métaphoriser les violences infantiles, et que cette musique elle a beaucoup ce côté de fantastique et du coup de conte. Mais la mèche de cheveux rebelle. Oh, non, pas par là, pas par là. Retournez par là les cheveux rebelles. Elle a beaucoup ce côté conte, The Willow Maid, et du coup je l'ai beaucoup écouté quand je travaillais pour m'inspirer en fait en termes d'ambiance sonore. Même si la bande son de la perf ressemble absolument pas à ça pour le coup, j'ai été chercher dans d'autres endroits. Mais voilà. Mais c'est vrai que ouais, c'est comme c'est de l'anglais, j'ai peur sur du français d'être un peu plus trigger. Mais de toute façon, on est là pour ce trigger. Hein. Est-ce que j'ai activé le minuteur? Bon, bah, on verra bien dans 30 minutes. Hein, on verra bien. Il y avait autre chose que je voulais faire. Je, je, je... Ouais, bah non mais j'ai réécouté, donc oui, on a un minuteur pour faire une pause toutes les 30 minutes. Normalement, s'il marche pas de toute façon, nous on fait nos pauses quand on veut. Le minuteur est pas un truc à suivre absolument. C'est un truc indicatif. Si on n'a pas envie de faire une pause, si on veut la faire un tout petit peu plus tard, ou si on l'a fait déjà juste avant, parce qu'on est en PLS. Voilà, c'est juste pour se rappeler de s'arrêter de temps en temps. J'ai la capacité de concentration d'un moucheron. Euh, Très honnête. Je suis actuellement un moucheron. Du coup,
Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir avec le stream. Non, parce que j'ai un problème. Mais je pense que j'ai juste à vider genre les cookies de navigation. Ça doit être ça le problème. Je peux plus regarder de vidéos sur YouTube parce qu'ils me disent ouais, vous utilisez un bloqueur de publicité, du coup vous pouvez pas regarder de vidéos. Et moi j'étais en mode, j'étais hier soir, je voulais regarder ma petite vidéo avant de dormir et tout, pardon le micro. Non, j'étais en train de jouer, ouais, j'étais en train de jouer à FF et je voulais avoir une petite vidéo à côté, je voulais regarder et pétage de câble de YouTube. Et moi j'étais en mode grand bien m'en face, je désactive mon bloqueur. Genre je réglerai le problème plus tard, mais là je désactive mon bloqueur. Sauf que maintenant YouTube est bloqué sur ça et je peux pas, même en désactivant le bloqueur, je ne peux pas regarder de vidéos YouTube parce que ça me dit que j'ai un bloqueur de pub et que je peux pas regarder donc de vidéos. C'est super, hein. Mais je viderai le cache, les cookies, tout ça, et ça devrait le faire. Et oui, du coup, je suis obligée de regarder en navigation privée mes vidéos YouTube. Genre... comme si je faisais des choses illégales. Mais du coup, en navigation privée, je peux regarder mes vidéos avec la mèche calme. Mais ça suffit, la mèche. Avec le bloqueur de pub. Non, mais vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. C'est... Tranquille. Alors, pour ceux qui connaissent pas le stream en question, normalement c'est un stream qui a lieu le jeudi soir, mais qui actuellement on est basé sur ce bouquin. J'ai oublié le trigger. J'ai oublié le trigger. J'ai oublié le message de trigger. Là et ici aussi. Là. C'est bon. On a retrouvé notre message de trigger. C'est bon. Je vais le remettre bien. Donc, on lit en ce moment ce livre, La culture de l'inceste. Alors, encore une fois, pour expliquer, c'est des streams politiques où on parle de violences sexuelles et actuellement, notamment pédocriminelles, à travers ce bouquin. Donc, on parle de ça d'un point de vue politique, sociologique. Pas d'un point de vue individuel, personnel et tout, on parle ça vraiment en tant que... là, ça s'appelle la culture de l'inceste, donc vraiment en tant que phénomène. Coucou Barbara la gauchiste. Ah, j'ai ma voix, elle s'est en allée. Depuis longtemps. Tintin. Oh, je suis contente. Oh, j'ai eu peur d'arriver en retard pour t'accueillir. Pfiou. Cette alerte est toujours gênante, hein. Mais je l'aime bien. Bonjour, merci beaucoup pour le raid, bienvenue à vous. Qu'est-ce que vous faisiez chez Barbara la gauchiste? Mais attends, mais... Est-ce que je te suis, Barbara? J'ai un doute. Le doute m'habite. Salut Nagual, comment ça va? Salut Lyd. Salut Dédé. Bon, attendez, j'irai regarder après parce que sinon je vais me perdre. Vous faisiez quoi? Non mais moi aussi, la voix, je suis tellement jeune que j'ai mué aujourd'hui. Alors moi, si je mue, c'est la thé. C'est pas ma faute. Quacou Ben. Oh, merci beaucoup pour tous les follow. Ça va, vous? Ça va? Vous avez fait quoi? Vous étiez sur quoi? Je bois un peu, je souffle sur mon thé. Après, je vais vous présenter le stream, on vient de commencer, donc j'étais juste en train de présenter, de faire un rappel pour les nouveaux, et du coup, ça tombe bien, vous êtes des nouveaux. Bonjour Donio, comment ça va? Mais pourquoi je te suivais pas déjà? J'étais sûre de l'être, bizarre. Je sais pas, hein. Et moi aussi, ça m'arrive tout le temps, ce genre de truc. Salut, alors, bonjour, merci, la belle Na, Lane qui broute ailleurs. Ok. Lane qui broute ailleurs. Il est incroyable ce pseudo. What the fuck. On a cherché à savoir si Darmalsain est devenu gentil. Bah non. Et on a parlé de saccage Parcoursup et on a fait la rétro de Gloupapat. Ok, d'accord. Elena. La belle Elena. Elena. Oh la vache. Non mais c'est pas toujours facile de lire. Du coup, ouais, non, Darmalsain, pas bouger, quoi. Pas trop bouger, mais ça me... Étonnamment, ça m'étonne pas trop. Ça va être compliqué, le stream. Alors, merci beaucoup, du coup, pour le raid et vos follow. Du coup, je vous présente le concept du stream. C'est des streams politiques qui ont lieu normalement tous les jeudis, sauf aujourd'hui. Et aussi, si j'ai l'énergie et la capacité de le faire, parce que c'est des streams qui sont assez trigger et assez violents.
C'est pratique, si je m'étais appelé Hervé, j'aurais pu l'écrire Hervé. C'est rude de se concentrer, hein. C'est pas tous les jours facile. Lundi is the new jeudi. Merci beaucoup, Nico, pour le follow. Non, c'est pas ça. C'est que du coup, on se base depuis quelques semaines sur la lecture de ce livre qui s'appelle La culture de l'inceste, donc qui est écrit sous la direction d'Iris Bray et Juliette de Roire, avec la participation de plein d'autres personnes. On se base sur la lecture de ce livre et comme vous pouvez le voir, à cette pochette là, plastifiée, ce livre, je l'ai emprunté dans une bibliothèque associative féministe. Et normalement, c'est 2 mois max. Je vous avoue que je me souviens pas de quand j'ai emprunté celui-là et l'autre. Or, la bibliothèque, sa permanence, elle est mercredi. Et j'avoue que je vais rendre les livres parce que si je me souviens pas de quand je les ai empruntés, c'est que ça fait plus de 2 mois. Je vais les rendre. Celui-là, je vais l'acheter à partir de début février. Vous allez me dire, mais début février, c'est jeudi, t'aurais pu le faire jeudi. Non, à partir de début février, quand t'es Andy et que t'es à l'âge, donc le 5, à partir du 5, je vais acheter ce bouquin pour continuer la lecture, parce qu'on est à peine au début. Du coup, ça nous sert de support de discussion pour parler. Du coup, c'est des streams qui portent... ces streams-là du jeudi... Entre parenthèses, petit astérix, aujourd'hui c'est lundi. Ces streams du jeudi donc portent sur les violences sexuelles. Un peu tout. Dire autour des violences sexuelles, d'un point de vue politique et d'un point de vue social et culturel. Ça fait beaucoup de... Bref. Et en ce moment, on parle donc, par ce livre, forcément beaucoup de maltraitance infantile, de pédocriminalité, de violences incestuelles et incestueuses, etc. Du coup, des sujets quoi. Des sujets qui mettent à l'aise, qui mettent tout le monde bien, tout le monde à l'aise. C'est pour ça qu'on a un minuteur qui nous dit toutes les 30 minutes, mais on n'est pas obligé de suivre ce minuteur, on peut faire la pause avant ou après, donc un minuteur de pause pour aller regarder des vidéos mignonnes en faisant des voix de documentaires ridicules dessus pour essayer de redescendre un peu la pression. Bien sûr, aussi, comme c'est des streams extrêmement trigger, en fait, n'hésitez pas à ne pas le regarder, en fait, si ça vous trigger, et à aller faire autre chose de votre vie, ou si vous voulez regarder, mais qu'à des moments vous vous sentez pas bien et tout, n'hésitez pas à partir, il n'y a pas de problème, et aller vous détendre. On a souvent besoin de se détendre pendant ce stream. C'est pour ça qu'on a mis la pause toutes les 30 minutes. Je passais en l'heure pour me reposer de stream. Bon repos à toi, tu m'étonnes. Bon repos, et bon l'heure qu'à toi. Je sais pas pourquoi on dit bon l'heure qu'à toi, genre. Bref, bon repos. J'essaie que mon thé soit buvable. Du coup, on avait lu du bouquin toute l'introduction les dernières fois. Alors, je vous avoue, on avance très lentement dans le livre. C'est pour ça aussi que je vais l'acheter. Il est très bien, il est de très bonne qualité, mais on avance très lentement parce que on s'arrête à peu près tous les 6 lignes pour parler pendant une demi-heure. D'ailleurs, j'ai acheté un autre livre pour aller dans la même veine plus tard, quand on aura fini celui-là. C'est Le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste, de Dorothée Ducy, qui, si vous avez retenu, est aussi sur le bouquin La culture de l'inceste, avec Juliette Drouard. Voilà. Et je ne suis pas du tout en train de repousser le fait de reprendre la lecture. Une référence. De ce qu'on m'a dit, oui, effectivement. Effectivement. Alors, on avait fini l'introduction, on s'était arrêté au tout début de la première partie. Je vais pousser ce thé qui est définitivement trop chaud. On s'était arrêté au tout début de la première partie. Comme je l'ai dit, le but, c'est vraiment de discuter sur ce qu'on lit. Et voilà, donc, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à parler dans le chat. Et quand je verrai que vous avez parlé, on s'arrêtera et on discutera et tout. Et moi, pareil, je m'arrête quand j'ai des choses pertinentes à dire. Ah oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai plusieurs handicaps, notamment des handicaps psy et des problèmes de dissociation. Et comme évidemment c'est un stream très trigger et qui, je suis une personne concernée hein, évidemment, pour me casser le cul autant sur ce sujet, du coup à tout moment je peux partir en crise de dissociation et devoir couper le stream, voilà. Mais on va essayer de stream un peu. C'est des streams qui durent pas très longtemps hein, généralement, du coup ceux-là genre 2-3 heures grand max parce que c'est rude, voilà. Il faut pas hésiter à m'interrompre si vous avez besoin.
Bref, donc la première partie. Petit 1. Une mémoire soumise à la loi du silence. Amnésie traumatique et système de domination avec... donc j'imagine que ça, cette partie est écrite par Sokna Fall, donc une des personnes qui est là en dessous. Je vais vous lire quand même la liste des gens qui ont participé au bouquin, en plus d'Iris Bray et Juliette Drouard. Ah bah non, mais je vous avais pas lu, elle est Dorothée Ducy dans la deuxième partie des noms. C'est la direction, soit direction d'Iris Bray et Juliette Drouard, et avec la participation de Wendy Delorme, Dorothée Ducy, Sokna Fall, Ovidie et Tal Peter Bromax. Voilà. Maintenant, quand je dis le nom de Tal Peter Bromax, je peux pas m'empêcher de me sentir mal avec ce que j'ai lu dans la première partie. Bref, je vais pas revenir là-dessus parce que c'est giga trigger. Donc, une mémoire soumise à la loi du silence, amnésie traumatique et système de domination. N'hésitez pas aussi à me dire quand je parle trop vite, et non pas si je parle trop vite, parce que je parle trop vite, donc il n'y a pas de si. Donc si vous avez besoin que je parle, que j'essaye de calmer mon tempo. Je vais essayer pour lire d'être calme, posé. Ah non, j'ai Orelsan dans la tête. Au secours. Tout sauf Orelsan. Bref. Le plus souvent, il s'agit d'une honte. Une honte brûlante et tenace a élu domicile dans le corps et l'esprit. Les joues en feu, le cœur affolé, on entend ce qui est dit sur nous comme un verdict de peine capitale. Wesh. Pardon, je fais des arrêts toutes les phrases dans ma tête parce que ça me jinx un peu le cerveau. Ça me fait un peu dissocier. Ou bien, un simple regard fait plonger dans l'abîme. C'est ridicule. S'attacher de l'importance à des futilités. Ce n'est pas normal. C'est la preuve qu'on ne tourne pas rond. C'est un manque de personnalité, une faiblesse, une faute. C'est de l'excès de sensibilité. C'est de l'égocentrisme. What the fuck, c'est quoi ce premier paragraphe? Il veut nous faire du mal, ce premier paragraphe? Il peut tout aussi bien s'agir d'un dégoût de soi, ou d'un dégoût tout court. On l'endort vite fait, avec la première rencontre sulfureuse venue, amoureuse ou pas. Mais il faut qu'elle soit suffisamment intense pour nous extraire de la boue. Et si cela ne suffit pas, on met en scène, sur notre propre corps, une dégradation inouïe. La chute, par la suite, nous plongera plus profondément dans le gouffre. Alors du coup, on va parler du PTSD et de la dépression, apparemment. Très bien. C'est un peu le chapitre PTSD, c'est ça? Il peut aussi s'agir de peur, de haine, de soif d'ivresse, d'envie de mourir. Elle s'invite sans prévenir, hors de tout contrôle. Le choix des mots est rude. Ouais, très très rude. Je lis, mon cerveau s'arrête, je suis obligée de relire dans ma tête, et je suis en mode... ça va. Un livre qui nous veut du bien, bien sûr. Attendez, je reprends. Il peut s'agir de peur, de haine, de soif d'ivresse, d'envie de mourir. Elle s'invite sans prévenir, hors de tout contrôle. Elle cabre et emballe le cheval qui nous projette dans le fossé. C'est hystérique, c'est trop d'impulsivité. C'est notre fond dépressif. C'est notre nature mauvaise. C'est notre fragilité. Nombre d'entre nous vivent ces tourments et ces autocritiques virulentes au quotidien. Quand Jade, petite note de bas de page, le prénom et tous les éléments sont non nécessaires à la compréhension de la problématique de Jade ont été modifiés. Donc la personne ne s'appelle pas Jade, à comprendre. Quand Jade s'est installée devant moi pour la première fois, il y a plusieurs années, j'ai vu une jeune femme d'une trentaine d'années, au mouvement gracieux, cultivée, juriste engagée dans une grosse association. Jade pleurait. Elle venait consulter parce qu'elle n'allait pas bien. Jeanne ne se comprenait pas elle-même, qui avait tout pour Jeanne ne se comprenait pas elle-même, qui avait tout pour être heureuse, et qui pourtant ne l'était pas. Elle s'en voulait de se plaindre autant, d'être si vulnérable et si mal dans sa peau. Connaissant mes engagements associatifs, bien qu'elle m'ait été adressée par une de mes connaissances, et non en raison de ceci, elle avait honte de prendre la place de quelqu'un qui avait de vraies raisons d'être malheureux. Wesh. Jade m'a ensuite parlé de ses amours déçus et de ses multiples rencontres sexuelles sans lendemain.
Elle a évoqué les scènes de viol terrifiantes qui hantaient son sommeil, sa consommation importante de cannabis et d'alcool, sa peur d'être sexuellement dangereuse pour sa fille, son appétit insatiable pour les films d'horreur. Comment ça, appétit insatiable pour les films d'horreur? Pourquoi on m'attaque? Pourquoi je me fais attaquer, là? Attendez, non, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ça l'autre fois. Que quand t'as vécu des traumas, t'as beaucoup plus l'horreur. Possiblement. Parce que... non, bah, en gros, pour les gens qui me connaissent pas, je suis un très grand fan d'horreur depuis que je suis tout petit. Genre, petit, je regardais déjà des films d'horreur et je lisais des livres d'horreur. Alors, pas beaucoup de films d'horreur quand j'étais enfant. Livres d'horreur, d'abord Chair de Poule, puis après Stephen King et tout. Et c'est vrai qu'on m'a parlé de ça l'autre fois, quand t'as des traumas et tout, que t'as souvent, quand les gens aiment beaucoup l'horreur, c'est aussi lié souvent... Rire nerveux. Toi aussi, tu as été attaqué par cette phrase, par ce bout de phrase. Mais oui, c'est souvent... je sais plus c'était quoi l'explication, mais en gros, ça crée ça recrée un sentiment de peur, et c'est lié au mécanisme traumatique et aux émotions et aux gestions d'émotions, je sais pas. Bref, ça, je sais pas, ça nous shoot un peu. J'imagine un peu comme quand on est dans une situation de peur, quand on a des gros traumas et que ça nous crée de la dissociation. Bah, du coup, la dissociation, c'est une zone de sécurité du cerveau. Et les émotions de peur et autres, hein, c'est pas les seules émotions qui sont liées au trauma. Les émotions de peur... Bizarrement, j'ai commencé à aimer l'horreur vers une certaine période. Ah, c'est marrant, moi aussi. Marrant. Non, bref. Attends. Du coup, oui, les films d'horreur, ça a ce côté rassurant parce que on vit des émotions très fortes et négatives, mais dans une situation qui n'est pas réelle et qui ne nous fait pas de mal, et ça nous met dans cette espèce d'état de sécurité intérieure. Ça nous dissocie en fait, finalement. Bah voilà, on regarde des films d'horreur pour dissocier. Oui, bah écoutez, je suis désolé, c'est la vérité apparemment. Apparemment, c'est la vérité. Bon, ok. Il y avait autre chose. Alors bien sûr, oui, bizarrement, oui, non mais ça j'ai déjà lu. Le fait de minimiser son propre vécu, hein, même dans son ressenti, de pas se sentir légitime à aller mal et tout. Bien sûr, ça c'est pas parce que vous êtes Balance, Vierge ou Capricorne, hein, c'est... Pardon pour cette vanne, pour ceux qui croient en l'astrologie. Mais non, en fait, j'ai fait cette vanne parce que je regarde TikTok et sur TikTok, il y a des vidéos que je trouve très drôles d'un cabinet psy avec les différents signes du zodiaque. Moi, je crois pas nécessairement à l'astrologie, mais t'as ce truc avec les signes du zodiaque et comment ils réagissent à certaines questions, genre si quelqu'un fait une erreur, ah bah c'est pas grave et tout. C'est en faisant des erreurs qu'en apprenant. Et si vous faites une erreur, c'est un crime, c'est une catastrophe, je suis une horrible personne et tout. Selon les signes et tout, oui, ça me faisait un peu rire. Mais bref, oui, le fait de minimiser ses émotions, son vécu, de se dire qu'on n'est pas légitime à aller mal, à avoir besoin d'aide, qu'on n'a rien pour être malheureux ou quoi, que quand même, oui, mais c'était il y a longtemps, oui, mais il s'est passé que ça, oui, mais nanani nanana, ou les gens d'ailleurs qui te disent, parce que c'est ce qu'on se dit nous ne vient pas essentiellement de nous, hein, ça vient de ce que nous renvoie aussi la société. J'avais fait une vidéo sur ça il y a très longtemps, non pas si très longtemps, hein, genre 3 ans, un podcast plus qu'une vidéo qui est toujours sur ma chaîne YouTube, si vous voulez aller voir, qui parlait des trucs à ne pas dire à une personne, en face d'une personne quand la personne te dit avoir été victime de violence et avoir subi des traumas. Et dans les choses à ne pas dire, il y a ce truc de dire oui mais ça, et quelque chose que j'ai déjà entendu, ça on en a déjà parlé, il faut passer à autre chose. Ouais, non, bah non, hein. Petite pause. Eh, attends, 2 secondes la pause, 2 secondes, on vient de commencer, calme-toi. Plus tard la pause. Il y a ce truc, souvent moi j'ai déjà entendu ça, on m'a déjà dit ça, et on entend souvent ça, des gens qui nous disent qu'il faut passer à autre chose. Oui mais ça on en a pas déjà parlé, genre, tu vas chez le psy, et tu reviens sur un truc que t'as déjà abordé. Oui mais ça on en a déjà parlé, il serait temps d'avancer et de parler d'autre chose. Ah mais du coup,
du coup, quand on a parlé une fois, t'as pas le droit d'en reparler quand ça te retravaille. Et vraiment, cette façon de réfléchir le trauma, c'est... Ouais, c'est ridicule d'être trauma par ça, je ne peux pas être trauma par ça. Non mais ça aussi, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible comme ce genre de phrase. Euh, Et... Oui, j'ai un TDAH pour ceux qui se demanderaient. Attends, j'étais sur quoi avant? Oui, c'est assez horrible de se prendre ça dans la gueule, de se dire qu'une fois que t'as parlé avec une personne, tu peux plus reparler parce que ça veut dire que tu n'avances pas et que tu dois passer à autre chose, donc tu dois plus avoir besoin d'en parler. Sauf que ça, c'est une injonction qu'on met, en fait, ça fait partie de toutes les injonctions pour faire taire les victimes et garder cette espèce de silenciation. Là, on parle d'un cabinet médical ou de proches qui, même en disant à l'écoute et tout, vont au bout d'un moment te dire bon, c'est bon, tu as assez fait ressortir le fait que tu t'es fait agresser, maintenant on passe à autre chose parce que ça me gêne qu'on continue de parler de ça. Ça fait partie des mécanismes de silenciation au sein de la société, quel que soit le milieu. C'est pas une attaque directe comme peut le faire l'agresseur de dire il faut que tu dises rien, slash menace, slash chantage, slash ce que tu veux, voilà, parce qu'il va se passer ci, parce qu'il va se passer ça. Là, on est directement l'agresseur qui t'empêche de parler, mais quand ça va être ça, que ça soit que ça soit soit les proches, soit le domaine médical, l'entourage ou quoi, va y avoir la silenciation pour protéger l'agresseur, va y avoir la silenciation parce qu'on ne veut pas faire face à l'événement et qu'on ne veut pas croire la victime, et va y avoir aussi la silenciation vraiment globale, sociale, qui va être dans un cabinet psy où tu es là pour travailler sur toi et parler de tes problèmes, travailler sur tes problèmes et trouver des solutions et tout, où tu viens poser des mots sur des choses que tu as vécues, où une fois qu'on considère que c'est bon, on en a parlé une fois, on va te dire de fermer ta gueule. Et ça, j'en ai déjà parlé que la psychiatrie était un des outils de contrôle de la société et un outil de silenciation des victimes de violences sexuelles notamment, des victimes et des personnes opprimées d'ailleurs, et un outil de dépolitisation aussi de leur vécu et de leur discours. Et mon cerveau s'est encore arrêté, j'arrive. En vrai, si je parlais plus lentement, on se rendrait pas compte quand mon cerveau s'arrête. Du coup, faut que j'arrive à maintenir un rythme de parole beaucoup plus calme. Mais ça me demande vraiment beaucoup d'efforts. Vraiment beaucoup d'efforts. Mais bref, c'est des mécaniques qu'on retrouve en fait à chaque fois qu'on va entendre parler. Imaginez quand vous êtes victime. Imaginez. Je sais que pour beaucoup dans le chat, c'est pas imaginer. Bref. Mais quand vous êtes victime, va y avoir déjà ce que l'agresseur t'a dit. Va y avoir ce que tu vas entendre autour de toi sans que ça soit toi. Disons, imaginons que la victime n'a pas encore parlé. Donc ce que des gens vont dire, parce que dans les médias on parle d'un cas d'agression sexuelle ou quoi, parce que le sujet vient sur la table, ce que les gens vont dire. Déjà, s'ils en parlent déjà si ton entourage en parle, quoi. Souvent c'est pas le cas. J'ai vraiment fait comme si je prenais une grande respiration. Faut vraiment que je parle moins vite, hein. Faut que je fasse quelque chose. Bienvenue, merci beaucoup du follow biocommunisme, comment ça va? Je disais quoi? J'ai une capacité de concentration exceptionnelle. Donc oui, va y avoir ce que l'entourage va dire sur le sujet, ce que tu vas voir dans les médias, dans tout ce qui va être donc les médias, différents types de médias, les médias genre les informations, aux médias, les films, les séries, les romans, tout ce que tu vas voir en fait qui va traiter de la question des violences sexuelles ou des traumas en règle générale, et comment tous ces médiums vont très souvent, voire systématiquement, minimiser les traumas, leur impact, ou voire traiter le sujet très très mal, et montrer des choses généralement pas cool. Et ensuite, une fois que t'en as parlé, une fois que t'en parles, tu vas te heurter du coup aux réactions de ton entourage déjà, enfin de la personne à qui t'en parles en fait. Donc ça va être des réactions de rejet, des réactions de oui mais gna 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 gna, des réactions infantilisantes, des réactions
toutes sortes de réactions, plein d'injonctions. Et notamment, du coup, en grande partie, une très grosse partie, ça va être aussi des réactions de silenciation. Et ça peut être des réactions de silenciation soit dans le rejet total et dans le déni total de ce que tu as vécu, mais vraiment clair devant toi, donc des gens qui te disent je te crois pas ou je veux pas en parler. Moi par exemple, quand j'ai dit à 15 ans à ma meilleure amie de l'époque que j'avais vécu des agressions sexuelles, elle m'a dit que elle voulait plus être mon amie et qu'on reparlerait, qu'elle voudrait bien me reparler quand j'aurais réglé mes problèmes et que je serais plus positif. Sachez qu'on n'a jamais reparlé, somme toute logique en fait finalement. D'ailleurs, cette meuf est devenue giga de droite, hein, quand j'ai envoyé, quand j'étais encore sur Facebook. Très de droite. Hein. Ouais, non mais oui. Ouais, j'étais saoulée sur le moment. J'étais en colère pendant très longtemps, mais bref. Bon, les gens sont bêtards. Allez, les gens sont des cons. Donc des réactions de rejet en bloc, et après tu vas avoir d'autres types de réactions de silenciation avec des gens qui vont dire que ils acceptent ta parole, ils te soutiennent, ils te croient et tout, mais si jamais tu as du mal à parler, tu vas voir bah, soit t'en parles, soit on n'en parle pas. À un moment donné, je peux pas attendre 10 ans. Si t'arrives à en parler, ah, mais on avait déjà parlé de ça, non tu m'en avais déjà parlé, bon, peut-être pas ressasser pendant 10 000 ans le passé et tout. Plein de trucs comme ça, et ça va se retrouver donc dans le cercle proche, dans le cercle familial, dans le cercle amical, ça peut se retrouver dans le milieu professionnel, et dans tous les milieux, et notamment dans le milieu médical et dans le cabinet de psychiatre ou de psychologue. C'est quelque chose de difficile de faire comprendre ça aux gens dans le militantisme anti-psy, que la psychiatrie est un outil de silenciation des victimes. Oui, c'est vrai que... Après, moi, je suis beaucoup entourée de gens anti-psy, donc, et qui connaissent un peu tout ça, pour subir notamment tout ça. Hein. Mais c'est vrai que... Ouais, quand tu dois expliquer ça à des gens, c'est tout de suite un peu compliqué. Toujours un peu compliqué. Je vais boire un peu de thé. Perso, on n'arrête pas de me sortir, mais c'est ta famille, c'est important, faut pas couper les ponts complètement. Eh, coupe les ponts. Je sais pas c'est quoi l'histoire, coupe les ponts. Si tu l'as déjà fait, bravo. Si tu l'as pas encore fait, tu vas y arriver. Coupe les ponts si t'as besoin de le faire. De toute façon, couper les ponts, on peut en revenir. Hein. Mais si toi, tu te dis... Déjà, souvenez-vous, la minimisation. On minimise nos besoins, nos limites, notre vécu, on minimise tout. Donc quand on a été victime et qu'on se dit j'ai besoin de plus avoir de contact avec ces personnes-là, c'est généralement, ça fait déjà 10 ans qu'on se dit qu'il faut qu'on ait plus de contact, mais qu'on n'arrive pas à le formuler, ou même à le penser. Moi, pour vous dire, j'ai coupé les ponts avec mon daron. J'ai coupé les ponts après avoir fait mon CO trans parce qu'ils avaient mal réagi, mon père et ma belle-mère. Et suite à plein de saloperies qu'a fait mon père et ma belle-mère aussi, j'ai coupé les ponts avec eux. Pour vous dire, ça faisait bien 3 ou 4 ans que j'avais des psys qui me disaient de couper les ponts avec mes darons. Et moi, c'est qu'à ce moment-là où j'étais en mode oui, non, là, c'est trop. J'ai coupé, je passe mon temps à esquiver leurs insistances diverses. L'histoire est hardcore, c'est tout ce que je peux vous dire. Tu n'as pas besoin de nous dire quoi que ce soit, ne t'en fais pas. Si vous voulez dire des choses, vous pouvez, avec les triggers. Si vous ne voulez pas dire, il n'y a aucune obligation à dire quoi que ce soit. Mais oui, il ne faut pas répondre à leur assistance. J'ai eu ça aussi, c'est très dur. Il ne faut pas culpabiliser si on répond. Pour les gens qui veulent couper les ponts ou qui ont coupé les ponts, donc comme je disais, si vous êtes arrivé, bravo. Si vous n'y arrivez pas, vous allez y arriver. Ça va finir par fonctionner. Accrochez-vous, soyez forts. Mais en gros, oui, vous allez vous prendre beaucoup de charges. Faut que je raconte la dernière avec mon père, quand tu veux. Vous allez vous prendre beaucoup d'attaques, en fait, qui vont être à coups de « On n'a pas de nouvelles de toi. Donne-nous des nouvelles, s'il te plaît. » Oui, bisous, c'était pour te souhaiter un bon anniversaire. Toi et papa, on t'aime. Moi et papa, on t'aime. Ton père s'inquiète. Tu pourrais nous répondre, s'il te plaît? Et là, comme ça va mitrailler. Vous allez vous dire, parce que il va se passer à chaque fois entre 3 et 6 mois. Au début, ça va être plus de 3 mois, mais après, entre 3 et 6 mois. Vous allez oublier. Vous allez vous dire, c'est bon, ils vont plus me contacter, c'est bon, là, ils ont compris et tout.
Et non. Et il y a un message qui arrive et il est full culpabilisateur en mettant l'accent sur l'émotion, genre on t'aime, ton père il comprend pas. Je dis ça parce que c'est vraiment les messages que j'ai reçus moi. C'est pour ça que je donne ces exemples. Ton père il comprend pas pourquoi tu réponds pas et tout. On va vraiment faire des trucs pour vous faire culpabiliser en utilisant différents moyens de pression. Mon père il a toujours utilisé l'amour comme moyen de pression. Il a toujours été en mode j'ai toujours aimé mes enfants, je comprends pas pourquoi il va pas me parler, pourquoi il me déteste et tout. Incroyable. C'est ça, genre, il s'inquiète pour moi, mais laisse-moi rire. Non, mais oui, non, mais c'est terrible. Moi, en plus, parce que et ça va même plus loin. Par exemple, moi, je continue d'avoir des relations avec mon frère. On s'entend bien, on continue de se parler, on se voit de temps en temps, rarement, mais de temps en temps. Il a son fils, qui est mon neveu, que j'aime très fort. Du coup, voilà, on s'entend bien. Et mon frère, le problème, c'est qu'il vit dans la même ville que mon père. Et il peut pas l'éviter. Il peut pas l'éviter. Parce que c'est compliqué. C'est trop compliqué pour lui de l'éviter. Mais il voudrait l'éviter. Du coup, il fait tout son possible pour ne pas le croiser, en fait, pour ne pas le voir. Le problème, c'est que mon frère, il tient un restaurant. C'est un restaurant, mon père il sait c'est quoi le restaurant. Un restaurant c'est pas un établissement que tu lâches comme ça quand t'es le propriétaire et le gérant et le seul employé en fait. C'est pas un truc que tu lâches comme ça du jour au lendemain, tu peux pas. Surtout quand c'est l'affaire de toute une vie quoi, c'était ton rêve, t'as fini par y arriver, t'as ton truc, t'es bien installé, le truc tourne bien et tout, tu vas pas partir ailleurs parce que t'as besoin de couper les ponts, ça devient. Enfin, tu peux, mais c'est compliqué, ça implique beaucoup de choses très compliquées. Et du coup, il veut s'éloigner de mon père parce que c'est un connard pour tout le monde dans la famille. Et qui fait du mal à lui, mais aussi à son petit-fils. Enfin, du coup, au fils de mon frère, parce qu'il est. Ouais, il a un peu tout, quoi. Homophobe, raciste, tout ce que vous voulez. Et mon neveu est métis. Et du coup, il y a plein de trucs où ça va pas, quoi. Puis même, c'est quelqu'un de très, très désagréable, en règle générale. Ouf. Attendez, j'arrive. J'arrive pour lire l'histoire 10 heures. Après. Je me concentre. Mais du coup, mon père, depuis que j'ai coupé les ponts, ça fait depuis mi-2022 que j'ai coupé les ponts. Depuis ce temps, il harcèle mon frère en mode est-ce que t'as des nouvelles de lui Enfin, il me met genre, hein, évidemment. Est-ce que t'as des nouvelles Je sais pas pourquoi il me parle plus, je m'inquiète et tout. Mon frère, quand je suis allé en vacances cet été, m'a dit ouais, il faudrait que t'expliques quand même au daron pourquoi tu lui parles plus et tout, parce qu'il arrête pas de marceler à ce sujet. Et je lui ai dit, mais je lui ai déjà expliqué, je lui ai dit. Quand j'ai coupé les ponts, j'ai dit à mon père que je ne lui parlerai plus, que c'est fini, que après tout ce qu'il avait fait, cette fois c'était fini, je ne lui parlerai plus. J'ai dit ça. Je n'ai pas répondu aux 2 milliards de messages. À un moment, alors ils ont forcé au début parce que mon anniversaire est en septembre, moi j'ai coupé en début d'été, les ponts, ils ont forcé parce qu'ils savaient où est-ce que j'habitais, ils savaient où est-ce que je venais d'avoir mon appart. Et du coup, ils forçaient pour venir à mon anniversaire. Je crois que le dernier message que je leur ai envoyé à cette époque-là, au niveau de mon anniversaire, parce qu'ils étaient en mode oui, on va venir pour ton anniv et tout, on viendra te voir, alors que j'avais coupé les ponts, je voulais pas les voir. J'avais répondu salut, non. Salut, point, non, point. Un truc comme ça, genre vraiment un truc hyper froid. Et l'été dernier, je leur ai répondu parce que ma belle-mère, qui arrête pas de marceler de messages, m'avait envoyé oui, ton père s'inquiète, on voudrait juste des nouvelles, savoir si tu vas bien. Et j'ai juste répondu je vais bien. Point. Et avant Noël, j'ai bloqué les 2 numéros. Mais vous voyez, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'ils passent par mon frère. Ils emmerdent mon frère, qui est déjà emmerdé de base par eux. Ils emmerdent mon frère pour qu'il fasse pression sur moi pour que je leur réponde. Donc moi, je lui ai expliqué comment ça fonctionnait, ces mécaniques de pression, et pourquoi je répondrais pas, et de leur répondre... je lui ai dit un truc à leur répondre, quoi, ce qu'ils savent déjà, hein, ils le savent. Mais je lui ai dit, écoute, si t'embêtes, tu leur réponds ça, et tu leur dis d'arrêter de te parler de ça, quoi. Mais je lui ai dit, ouais, que moi, j'allais pas répondre... Même s'il l'emmerde lui, je ne veux pas leur répondre, c'est bon, c'est trop. Donc voilà, il faut s'accrocher, il va y avoir beaucoup de moyens de pression si vous essayez de couper les ponts, ou si vous avez coupé les ponts, il y a beaucoup de moyens de pression qui peuvent être utilisés pour vous forcer à répondre et à reprendre contact. Il faut vous accrocher et ne pas répondre. En fait, répondre, c'est engager le dialogue. C'est pour ça que les 2 seules réponses que j'ai faites, une parce que je voulais surtout pas qu'ils viennent pour mon anniversaire, et l'autre pour répondre à
pseudo. On s'inquiète pour toi, on se demande si ça va, comme on n'a pas de nouvelles. T'as qu'à demander à mon frère, il a des nouvelles de moi, bizarre. Du coup, j'avais répondu à ce moment-là, mais vraiment, je voulais pas, et je m'en suis voulu de répondre. Je crois que j'avais répondu parce que c'était le matin, je me suis réveillée, j'ai répondu par automatisme. Alors que j'aurais pas dû répondre. Mais bref, et il faut pas s'en vouloir de répondre. Faut pas s'en vouloir. Voilà, vous faites comme vous pouvez, c'est eux qui font quelque chose de mal en ayant été infects au point de vous forcer à couper les ponts pour ensuite vous harceler. Non, c'est trop. Euh, mais c'est très très dur, c'est très très dur. Et moi j'ai bloqué leur numéro juste avant Noël parce que je me suis dit, c'est sûr, je vais avoir le droit à la petite culpabilisation de Noël, Nouvel An. Envoyer tes nouvelles, on te souhaite quand même un joyeux Noël et tout. On t'aime fort. Mon cul, que tu m'aimes fort, c'est mort, c'est faux, ça n'existe pas. Meuf, je parle de ma belle-mère qui... non, j'ai même pas envie d'en parler. Non, elle m'aime pas, c'est sûr que non. Et mon père, c'est un gros con. Lui, je veux bien qu'il ait peut-être l'impression qu'il nous aime, mais vous savez, c'est ce genre de parents qui aiment leurs enfants pour être aimés en retour. C'est le genre de parents qui veulent de l'amour, ils veulent des choses, ils veulent une récompense de leur enfant, tout en étant hyper maltraitants. Du coup, dommage. Dommage, c'est non. Euh... Donc, faut que je raconte la dernière de mon père. Il m'a envoyé un mail, le premier message en 6-7 ans, pour me prévenir du décès de ma grand-mère. Toutes mes condoléances déjà. Bonjour Isor, Denheim, laisse-moi le temps de m'habituer. J'ai fait la même, bloquer tout le monde avant Noël cette année. Très bonne idée, parce que c'est vraiment le moment où ils y vont et où toi t'es en mode mais quand même c'est Noël, Nouvel An, peut-être je devrais leur répondre un petit mot gentil. Ouais, non, c'est le moment où il faut bloquer. Mais ça, j'avais ça avec mon père. Mais tout le temps. Mon père, quand il m'appelait, c'était attends, mais c'est... Du coup, je dois dire Jim ou Denheim. Ah, bah, parce que je sais plus, on s'y retrouve plus. Mais du coup, attends, c'est masculin ou féminin parce qu'on s'y retrouve plus. Comment ça, tu t'y retrouves plus? Comment ça? Il n'y a jamais eu de doute à partir du moment où j'ai fait mon coming out. Tout a été toujours très clair. Je n'ai jamais dit un jour oui, un jour non. Heureusement que je suis pas non-binaire. Enfin, si, un petit peu. Mais bref. Transmasque, très proche transmasque, mais non-binaire quand même. Mais quand même full masculin. Du coup, quand tu leur dis, oui, je prends tel nom, je fais une transition, je me fais genrer au masculin, genrez-moi au masculin, appelez-moi comme ça, et que t'as, à chaque fois qu'ils t'appellent et dans tous les messages, coucou, de name ou machin, on sait pas trop parce que c'est compliqué, on sait pas, on est un peu perdu, hein, parce que oulala. Eh, c'est bon, arrêtez de faire les clowns, c'est bon, hein, on a compris, hein. Et même le pire de ça, je vais vous dire un truc, c'est que moi, mon dead name, il a les mêmes initiales que mon nouveau prénom. C'est la même initiale. Très pratique pour la poste, pour le courrier et tout. Genre ma boîte aux lettres de chez moi, c'est juste mon initiale, donc J. Mon nom de famille. Très pratique. Comme ça, je vois pas mon dead name sur ma boîte aux lettres. Bref, les messages, au lieu de m'appeler Jim ou James, ils mettaient J. Juste J. Vous vous rendez compte? Et y a pas à se cacher derrière, oui, mais on te connaît depuis que t'es né, du coup c'est compliqué. Pas ma belle-mère, hein, pas ma belle-mère. Mon père, à la rigueur. Y a pas. Mon frère, il m'a appelé. Parce que, en fait, je vais trop loin dans ce récit. Bref, mon daron, en plein repas de famille, il n'y avait pas ma belle-mère, avait balancé à mes deux frères que je faisais une transition. Dans ces termes, que je me tapais des meufs. Parce que il m'avait appelé au téléphone quand j'étais en vacances chez ma copine. Et du coup, je lui avais dit que j'étais avec ma copine. Et il a mis un petit peu de temps à comprendre ce qu'il y avait en dessous du terme copine. Et du coup, comme il est giga homophobe, bref. Ah oui, c'est vrai qu'il m'avait demandé, quand j'étais retournée les voir, il m'avait demandé du coup, comme j'allais changer de genre, si j'allais changer aussi d'orientation sexuelle pour rester hétéro. Je l'ai regardé, je suis en mode, mais je suis pas hétéro. J'ai jamais été hétéro. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Bref. Oui, non, mais clairement, c'est juste pour te blesser. Oui. Oui. Mais oui. En plus, enfin. Genre, mais oui, c'est vrai, mais pourquoi faire ça, genre? Tu fais déjà bonjour Iser, c'est bon, on a compris.
Ah, ouais, donc je disais, juste sur mon frère, je finis sur mon frère. Et du coup, il a balancé ça en plein repas de famille. Du coup, mon frère m'a appelé, m'a dit, ouais, juste pour te dire, papa, il a dit ça et ça sur toi. C'est à la suite de ça, ça c'était le dernier événement qui a fait que j'ai coupé les ponts, en fait. Ouais, il a dit ça et tout, et je voulais savoir du coup aussi si c'était vrai, parce que j'avais pas fait mon coming out à mes frères. Et je lui ai dit, bah oui, du coup, c'est vrai et tout. Du coup, il m'a dit des trucs aussi de son côté, parce qu'il y avait des... Il y avait des CO pas faits de son côté non plus, du coup. On a parlé de pas mal de choses. Mon frère, mon frère, j'ai dû le reprendre qu'une seule fois. D'accord. Bon, il y a eu cette première conversation, on a parlé de beaucoup de choses. Et plus tard, un autre appel, il a dû utiliser le féminin à un moment. Pas mon ancien prénom, jamais, ça non. Il a dû utiliser, il a dû dire genre petite sœur ou un truc comme ça, parce qu'il m'a toujours appelé petite sœur. Maintenant, il m'appelle petit frère. Il a dû utiliser une seule fois le féminin. Je l'ai repris, il ne m'a plus jamais mégenré. Donc bon, à un moment donné, ça n'a pas l'air non plus d'être un effort insurmontable. Mais vraiment, je comprends pas le move, effectivement, de mettre le nouveau nom et le dead name entre parenthèses en mode. Je mets le dead name quand même entre parenthèses parce que c'est compliqué. Non, mais nique ta mère. Au pire. Pardon, laissez les darons tranquilles, elles ont rien à voir là-dedans. Alors, sur le passage qu'on a lu. Qu'on a lu, il y avait un dernier point sur lequel je voulais revenir. Parce que c'est important d'en parler. Sa peur d'être sexuellement dangereuse pour sa fille. Ça, c'est un truc qui revient beaucoup chez les victimes d'agressions sexuelles. Cette peur d'être un danger pour les autres, de devenir soi-même agresseur pour les autres, et notamment aussi pour auprès de ses enfants, ou des enfants de notre entourage. Alors, c'est très rare, enfin, ça arrive, mais c'est quand même assez rare que ça arrive. Et globalement, ça nous... Enfin, je sais pas exactement d'où elle vient, cette peur. Je sais pas trop d'où elle vient. Mais, moi, personnellement, je trouve qu'on est plus poussé à être très vigilant sur ça que à être des agresseurs, même si c'est vrai que les deux cas existent. Après, bien sûr, être agressé, notamment enfant, ça induit plein de problèmes dans le développement de certaines notions, comme le consentement et tout. Quand tu vis des agressions répétées enfant, bah forcément, ta compréhension du consentement, ça va pas être ça tout de suite. Il va falloir à un moment donné que quelqu'un se pose et t'explique. Moi, forcément, quand j'étais ado, le consentement, je comprenais pas trop. Alors, heureusement, j'avais pas d'activité sexuelle quand j'étais ado. Je suis en train de réfléchir. Oui, j'avais une copine à un moment donné, mais voilà, je suis allé, quoi. On avait 14 ans, on se faisait des bisous, quoi. Bref. Mais oui, le consentement, j'ai vraiment réfléchi sur la notion de consentement que très très tard, du coup. Parce que... mais du coup, ça flingue le cerveau là-dessus. Ça flingue... tu apprends pas comme ça devrait être les relations sexuelles. Tu apprends pas ça du tout normalement. Et du coup, tu sais pas tout ce que c'est le consentement. Tu as une conception très biaisée du sexe et tout. Et tu peux avoir un rapport biaisé. Et tu peux, dans ce rapport biaisé, devenir effectivement un agresseur. Bonjour John Zoidberg, bienvenue à toi. Pourquoi Zoidberg, ça me fait penser à Kurama. Faut pas pousser mémé dans les orties. Ça dépend de la mémé. Moi, la mienne, on peut la pousser dans les orties, y a pas de problème. Celle qui est encore vivante, pas l'autre. L'autre a été adorable. Dommage. J'aurais préféré que ça soit l'inverse. Que celle qui reste, ça soit celle qui est adorable. Pas celle qu'il faut pousser dans les orties. Mais oui, du coup, il y a cette possibilité, effectivement. Il y a aussi tout ce qui va être... on a souvent, après des agressions sexuelles, soit de l'hypo, soit de l'hyperactivité sexuelle. Tu vas avoir des conduites à risque, tu vas avoir des conduites dangereuses et tout. Mais ça, c'est principalement autodestructeur. Je sais que la peur d'être un agresseur pour ses proches et tout, elle existe. Ou du coup être une victime le restant de ta vie pour cette histoire de consentement brouillé. Oui, tout à fait, comme les œufs brouillés d'ailleurs. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Mais oui, tout à fait. Ce qui est mon cas d'ailleurs, par exemple, c'est que j'ai été victime d'agression de mes 4 à 29 ans par différentes personnes parce que,
On m'a jamais appris le consentement, on m'a toujours appris que mon corps appartenait aux autres, je possédais pas mon corps, plein de trucs comme ça. Et j'ai toujours, du coup, enfin, tu deviens une proie facile, en fait, pour les agresseurs. Bref, tout ça pour dire, même si j'ai du mal, parce que j'ai pas... Je sais que sur le crime, ils en parlent. Sur le site du crime, ils en parlent. On y reviendra à un autre moment sur cette histoire de cette peur d'être un agresseur quand on a été soi-même agressé. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus, je sais. Et sachez que généralement, quand vous avez cette peur, c'est parce que vous vous dites que, sans doute... Enfin, généralement. C'est peut-être pas généralement, je sais pas quelle proportion c'est, mais c'est que vous vous dites qu'à cause de ce que vous avez vécu, vous êtes une personne horrible, et donc vous risquez de reproduire ça. Or, ce n'est pas le cas, d'accord? Vous savez que c'est quelque chose de grave, vous savez que c'est quelque chose qui fait du mal. Des bisous Nagwal, bonne fin d'après-midi, début de soirée. Vous savez que c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, vous savez que c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Et chacun fait ce qu'il peut aussi avec ses traumas et son vécu. Et bien sûr, si vous avez des vraies pulsions, oui, c'est très lié à la honte, la culpabilité et tout, bien sûr. C'est effectivement très très lié à la honte et à la culpabilité. Si vous avez des pulsions, alors, il y a plusieurs choses différentes parce que il y a la pulsion de revivre son trauma, donc la pulsion d'être à nouveau violé, que ça soit dans un cadre récréatif en faisant un jeu sexuel, donc où tout est consentant mais tu fais un jeu sexuel où tu vas faire semblant que c'est un viol. De lire des choses qui vont être de la fantaisie du coup, enfin de la fiction sur des situations de viol. Va y avoir ce truc là de revivre le trauma. Soit pour se faire du mal, généralement pour se faire du mal, on va pas se mentir. Mais c'est pas. Des fois, c'est directement conscientisé que c'est une forme d'automutilation. Et des fois, non. Des fois, on sait pas trop pourquoi on fait ça, mais on fait ça. Genre consommer des trucs très violents en termes de porno, des trucs comme ça. Et il y a un truc aussi, ce qu'on appelle l'excitation traumatique. J'ai entendu parler récemment d'ailleurs, mais qui n'est pas étonnant en soi. C'est le fait d'être excité par certaines situations proches de ce que vous avez vécu. Parce que en fait ça ranime les mécanismes de l'agression et du coup qu'est-ce qui fait votre corps pour se défendre? Il lubrifie, il va faire des hormones de plaisir parce qu'il a pris l'habitude d'être agressé et du coup il va produire des choses pour que ça soit moins violent à vivre si vous vous refaites agresser. C'est pour ça notamment qu'il y a ces mécanismes d'excitation traumatique. Mais ça c'est plutôt du côté de revivre en tant que victime l'agression. La vivre du côté de l'agresseur, si jamais vous avez vraiment très très fort ces pulsions et que c'est vraiment... C'est plus... Ouais, si jamais vraiment vous avez des pulsions de ce type, il faut en parler à quelqu'un en fait. Faut aller parler à un spécialiste de ça. Ça existe et tout. Alors c'est peut-être pas encore... je pense que c'est pas développé encore très très bien et que ça mériterait de l'être plus. Et voilà, faut pas hésiter à aller en parler à des professionnels si vous avez ce genre de pulsions, quoi. Des pulsions avérées qui sont pas juste ça se trouve, comme il m'est arrivé ça, je suis un monstre et une personne horrible, du coup forcément je risque de faire ça. Non, ça vous pouvez bien sûr en parler à votre psy, il n'y a pas de problème, mais c'est assez peu, je pense, ça risque de passer à l'acte si c'est ce genre de pensée. Bonne soirée, Kwakouben, merci pour ton passage, des bisous. Si consenti, bien sûr. Et bon courage. Est-ce qu'on fait la pause? Est-ce qu'on irait... On va aller à la fin du paragraphe. Et après, on fera la pause mims. Ça fait déjà 1 heure de stream. Hein. On respecte bien les 30 minutes, c'est ça qui est bien ici. Après, si je me dis, si je lis plus et qu'il y a des trucs sur lesquels j'ai envie de réagir... Ouais, non, on va faire la pause maintenant. Parce que si j'ai envie de réagir à des trucs, ça va nous prendre encore 1 heure. Et on n'aura pas fait la pause. Du coup, il faut que je rouvre une fenêtre de navigation privée.
puisque comme j'ai expliqué en début de stream, vous n'étiez encore sans doute pas là à Paris heure, mais du coup, je ne peux pas regarder YouTube parce que YouTube est buggé sur ma navigation normale. Ils me disent de désactiver, le bloqueur de pub. Et si je le désactive, bah, ils me disent toujours de désactiver le bloqueur de pub. Du coup, je vais vider le cache, tout ça, à un moment donné, je vais faire ça. Mais là, on va aller juste en navigation privée. Alors, Animomemes, ce qu'on va faire, c'est une petite pause de 5 minutes. On va aller regarder des vidéos d'animaux mignons. Et on va essayer de faire un commentary là-dessus. Voilà. Okay, là, il y a une compilation. Ok. Oh, ça a l'air incroyable. Attendez, je vous mets la scène. Tech show, et il faut que je fasse la capture. Capture de fenêtre. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air très très bien. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que j'ai caché la capture. Oui, c'est des choses... Oula, oula, qu'est-ce qui se passe encore? Ah non, hein. Attends. Linéaire, initialiser la transformation. Pourquoi ça me fait ça à chaque fois? Ça dit, j'ai peut-être pas réessayé de faire de capture depuis que j'ai changé de PC. Possible. Alors... Hop. Ah, du coup, on va se mettre comme ça. Animaux drôles. Attention, c'est censé être drôle, d'accord? Ah mais oui, je mettais ça pour... d'accord. Là, je peux le mettre plus grand. Voilà. Mais là, ça a l'air incroyable. C'est quoi, c'est un petit cochon? C'est un petit cochon. Un petit cochon qui glisse. Oh, c'est incroyable. Attendez, je vais cacher le petit oui. Comme ça, on sort vraiment du contexte. Oh, l'eau, elle est gelée. Oh, c'est de la glace. Oh, c'est de la glace. Ok, donc les heures. Ah, il y a des poissons. Il y a des poissons sur la glace, mais comment ils font les pauvres bébous? What the fuck? Ah, du coup, il veut attraper les poissons. Oh, j'espère que la glace va pas se casser et qu'il va pas tomber quand même. Hein. Oh, ça, c'était dangereux comme move. Oh, un élan. Ou un émeu? Non, un émeu, pas un élan. C'est pas un élan, Jim, c'est un émeu. C'est bon, les deux mots se ressemblent, pardon. Un yinche qui vit sa vie, ok, ouais. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je vois tout à fait ce qu'il veut faire. Il veut ouvrir la boîte pour avoir la balle de tennis. Oui, mon chat. Mon chat dort. Attendez, mais c'est fort en fait. Je suis un peu con. J'ai pas pensé au son. Oh, exceptionnel. Le chien astronaute. Là, il fait ses examens. Il fait ses examens pour aller sur l'ISS. Il fait la centrifugeuse. Ah oui, il est persévérant de ouf là, pour le coup, il est bien persévérant. Je sais pas boire avec ce truc, je sais pas. On met partout. Oh, le bébé chat. Oh. Ok, ça c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Oh le capi. Capybara, l'ami de tous les animaux. Ou presque. Je sais pas s'il y a des animaux que le capybara n'aime pas, mais voilà. Incroyable. En fait, je sais même pas si c'est qu'il aime bien tous les animaux ou s'il en a juste rien à foutre de tout ce qui se passe autour de lui. Genre vraiment... C'était dangereux ça. Oh, c'était dangereux ce miaou. Oh, c'est... comment ça s'appelle ce chat? J'ai oublié. Ah, j'ai oublié. J'ai plus le mot.
Un oslo? Oh, c'est cher. C'est félin. Ok, là c'est... Ouais. Là c'est un peu du niveau de mon chat ça. C'est... Ouais, c'est les trucs que fait mon chat, je reconnais. Vache. Oh, le bébou. Ce serait mignon. Je vais aller voir mon chat après, juste savoir si elle va bien. J'ai besoin de voir mon chat. Elle est sur le canapé. Je crois qu'elle dort. J'ai besoin de m'assurer que tout va bien. Et le chat a volé. Attends, mais il a volé. Je veux revoir ça. Hein. Un bouchon de champagne. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est parfait. Oh, faudrait que j'ai ce genre de gros pouf. Je suis sûr que mon chat serait bien dedans et j'aurais un siège agréable pour mes invités. Enfin, si le chat veut bien le laisser. Est-ce que je pourrais mettre un gros pouf? Ça prendrait giga de la place. Non mais si je le mets juste sur le côté de l'arbre à chat là, entre le canapé, table basse, et l'arbre à chat, et là je mets le gros pouf. Comme ça fait un pouf quoi, finalement. Je sais pas. Ça me donne envie. Je vois un gros pouf, j'ai envie d'avoir un gros pouf. En plus, ça veut dire que le chat pourrait sauter depuis l'arbre à chat et faire comme les écureuils qui volent là, en Australie. Faire paf dans le gros pouf. Et elle resterait comme ça, je suis sûr. Comme ça, les pattes en l'air, enfoncées dans le pouf. C'est bien que quand elle sortirait, il y aurait une trace de chat dans le pouf qui resterait. Et elle resterait là, je sais pas combien de temps. Ça c'est mon chat quand je lui montre la brosse pour les poils. Qu'elle déteste. Ouais mais en même temps les caniches c'est des doses quoi. C'est des doses les caniches. Ah la vache. Waouh. Faut peut-être lui donner de l'eau, je sais pas, il y a peut-être une gamelle ou quelque chose, parce que là il a l'air d'avoir sacrément soif. Ouais. D'accord. Ouais. La cohabitation chat-chien, je pense que c'est drôle surtout pour le chien. Enfin, non, pas forcément, mais je veux dire, je pense qu'il y a moyen que le chien trouve ça très très drôle. Oh non, le Furby. Mon pire cauchemar. Exceptionnel. Ça c'est pas un animal, c'est un bébé. Enfin si c'est un animal aussi, on est tous des animaux aussi. Où est l'animal? Et pourquoi il fait ça le man? Je crois que c'est pour montrer que le chat protège le bébé, mais ben... Est-ce que ça dérange pas le bébé aussi de taper juste à côté comme ça si fort? Pour que le chat le protège? Ouais mais... Ouais. Mais c'est un peu violent. Ouais. Ouais, bah ouais. Ah merde.
pourquoi c'est... L'automode, calme-toi. Hein. En vrai, tu mets juste un coup léger pour faire comme si tu jouais sur le landau, où ça fait pas de bruit et tu fais le bruit avec ta cuisse. Tu tapes juste sur ta cuisse pour faire le bruit. Comme ça, c'est pas vénère pour le bébé. Parce que là, c'était genre trop vénère. Faire le bruit pour que le chat intervienne. Je sais pas pourquoi faire ça. C'est beaucoup trop. Oui, c'était trop, oui. Mais il veut le graille, au secours. En même temps, les chats, ça fait un peu peur à toutes les espèces de la nature. Hein. Oh, c'est des loutres. Oh, c'est des loutres. Qu'est-ce qu'elles font? Tire des trucs? C'est des fruits gelés? Ah ouais. Wesh. Exceptionnel. Attends, mais ça dure combien de temps cette vidéo? Ah oui, d'accord, on est sur 10 minutes de pause, très bien. On finit, on a presque fini. Ouais, il se protège. Ah ouais, je connais ce genre de situation. Avoir des chèvres, c'est pas tous les jours facile. Allez. Sibing. Sibing, c'était la pause. Alors attendez, je vais quand même aller voir mon chat. Je vais quand même câliner mon chat. Enfin, câliner. Sauf si elle dort profondément. Elle dort pas. Ça va, mon bébé. Ça va. Oui. Oui. Je vais manger pour mon aide. C'est bon. J'ai pas de patte, le chat. Le chat va bien. Le chat a été pas de patte. Tout va bien. Bon, je dirais qu'on part encore sur 1 heure. 18h11, ouais. On part encore sur 1 heure. Je sais pas combien de temps on va tenir à ce rythme. Parce que c'est vrai que là, le truc est rude. J'ai des messages. Ouais. Oui. Bah, écoutez, on va continuer, hein. Bon, on reprend la lecture trigger. Ceux pour qui la pause n'a pas été suffisante, n'hésitez pas à partir du stream. Et ceux qui veulent suivre, je vais y rester. Sinon, c'est contre-productif pour regarder la suite du stream. Eh ben, en tout cas, il a bien refroidi le thé. Alors, je vois parfaitement où on en était, c'est ça qui est bien. Je vais reprendre la lecture, il vous reste à peu près 5 secondes pour vous casser, si vous voulez partir. Donc on s'est arrêté, oui, sur son apathie insatiable pour les films d'horreur, parce qu'on se sentait un petit peu caloute, moi et Heather et sans doute d'autres personnes. Jade m'a également expliqué qu'avec les hommes, elle n'aimait pas la tendresse, les caresses. Elle préférait les rapports sexuels plutôt brutaux. Ça, on en a parlé. Hein. Aller recréer de différentes façons avec plus ou moins de sécurité, parfois plus, parfois moins, des scènes de violence. À part le fait notable du décès de son père à l'étranger, quand elle avait 8 ans, et sa détestation de tous les hommes que sa mère avait ensuite fréquentés, son enfance lui paraissait sans histoire. Pardon. Oui, non, mais d'accord. Ouais. À ma question demandant si, au cours de son enfance et de son adolescence, elle avait pu subir des violences sexuelles,
Jade a répondu non. Je connais ça. Ça, je connais. Depuis Pierre Janet. Ah, aussi, alors je vais m'arrêter là, mais je pense qu'ils vont parler de l'image du viol. L'image qu'a le viol, ou les agressions sexuelles, en tout cas en règle générale, la violence sexuelle. L'image qu'a la violence sexuelle, c'est quelque chose dans l'imaginaire collectif de défini d'une certaine façon, qui fait que quand on vit des violences sexuelles, des fois on a du mal à les reconnaître. Quand on a cet imaginaire de l'inconnu dans une ruelle sombre et tout, on a du mal à reconnaître ce qu'on vit. On a du mal, quand c'est par exemple dans le cadre du couple, on a du mal à comprendre que ce n'est pas normal et que ça nous fait du mal. Et pourquoi ça nous fait du mal? On a du mal dans plein de cadres qui ne correspondent pas en fait à cette image qu'on a. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui ont cette image de l'inconnu dans une ruelle sombre la nuit. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui ont cette image. Mais oui, voilà, faut. Déjà, l'agresseur n'est pas est rarement un inconnu en fait, est généralement connu de la victime. Ils vont sans doute en parler après, mais je m'arrête quand même là-dessus. L'agresseur est souvent connu de la victime, souvent de son entourage proche. Euh, et, euh, et oui, les violences sexuelles peuvent prendre différentes formes. Ce n'est pas... par exemple... Un exemple. Le cas des hommes cis. Ou aussi le cas des femmes trans qui n'ont pas conscience, des fois, d'avoir vécu des agressions sexuelles parce que elles ont une bite. Et qu'on leur a toujours dit en plus que oui, mais t'es ci, t'es ça, du coup tu peux pas te faire agresser, nanani. Il y a ça, quand t'es un homme, quand t'es un homme cis, t'as aussi ce côté du masculinisme qui est censé être le masculin qui est censé être puissant, qui est censé être fort, qui est pas censé pouvoir se faire agresser. Et on a cette image aussi du viol qui doit être une relation pénétrative, où tu es censé être pénétré sans ton consentement, et qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes cis et aussi de femmes trans avant transition qui n'ont pas conscience d'avoir subi des violences sexuelles, des fois. Ou qui n'osent pas en parler parce que on est dans une société qui décrédibilise très fortement, déjà globalement, mais encore plus le fait de dire que tu as eu des violences sexuelles quand tu as un pénis. Et voilà, on a cet imaginaire donc que c'est qu'une violence sexuelle, ça va être par exemple d'être pénétré sans ton consentement, mais ça peut être plein d'autres choses, plein de gestes, d'actes, en soi déjà, des insultes sexuelles, du harcèlement de rue et tout, des insultes sexuelles dans la rue ou quoi, une main aux fesses et tout, c'est une agression sexuelle. C'est déjà du cadre de l'agression sexuelle. Un baiser forcé pour rigoler, c'est déjà une agression sexuelle. Et du coup, on a ce côté-là où on se rend pas compte. On minimise beaucoup notre vécu parce que dans la société, on minimise beaucoup ce qu'est une violence sexuelle. Et on te donne une image, un cadre de ce qu'est une agression et de ce qu'est une victime et un agresseur. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus plurielle que ça, elle est beaucoup plus variable. Il y a plein de choses très différentes. Et même des fois des choses qu'on comprend pas. Enfin, souvent des choses qu'on comprend pas d'ailleurs. Des choses qui sont plus insidieuses, des choses qui vont découler d'autres choses. Quand, par exemple, l'autre fois, j'avais vu un stream où ça lisait un texte qui était très intéressant sur les violences incestuelles. Et il y avait cette discussion et cette différenciation que je ne connaissais pas entre incestuel et incestueux. Et dans un climat, dans une famille avec un climat incestuel, c'est des actes incestueux, un climat incestuel. Je crois que c'est ça. Bref, vous avez les actes d'inceste, et quand vous avez une famille avec un trauma intergénérationnel, donc par exemple, un des deux parents s'est fait agresser par son grand daron ou un membre de sa famille, et ensuite ça a créé un trauma intergénérationnel dans la famille, ça se répercute sur l'environnement familial, vous allez avoir un milieu, un climat incestuel. Et vous, en tant qu'enfant, vous allez pouvoir subir
des actes incestueux de la part d'un agresseur, mais vous pouvez aussi subir un climat incestuel. La différence, si je me souviens bien, c'est que dans le climat incestuel, c'est pas des actes directs, ça va être, comment dire, un rapport au corps de l'autre dans le climat familial, dans le milieu familial et au corps notamment de l'enfant, du coup, un rapport qui va être biaisé par ce vécu incestueux d'un des deux parents. Enfin, d'un membre de la famille, quoi. Pas forcément d'un parent. Ça va être, par exemple, du coup, des contacts qui vont mettre mal à l'aise. Par exemple, vouloir faire des câlins et forcer ses enfants à faire des câlins alors qu'ils veulent pas. Je sais pas, des trucs... Parler beaucoup de sexualité. Parler énormément de sa vie sexuelle avec ses enfants. Drop beaucoup sur sa vie sexuelle, poser des questions sur la vie sexuelle de ses enfants, même quand ils sont adultes et tout, ce qui est un truc qui va mettre mal à l'aise, qui est vraiment bizarre, et tout ça, ça participe de cette espèce de climat incestuel. Ok, on va continuer le texte, mais j'ai plus les détails exactement pour ça, mais c'est encore une fois sur le site du crime qu'on ira lire à un moment donné. Bah, en fait, on pourrait faire ça jeudi. C'est vrai ça? J'ai pas pensé. Ça ferait 2 streams sur le sujet dans la semaine. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Je viens d'y penser, bref. On va continuer un petit peu le texte. Depuis Pierre Janet. Alors, qui est Pierre Janet? On a une notice. Ouais, mais ça cite donc dans le journal de psychologie, l'amnésie et la dissociation des souvenirs par l'émotion. Ok. Depuis Pierre Janet, les cliniciens et les théoriciens du fonctionnement psychique ont observé que les comportements d'une personne pouvaient être sa façon de se souvenir d'événements traumatiques. C'est vrai que bon, je me suis pas attardé très précisément sur les cas d'amnésie, tous les problèmes d'amnésie, de mémoire et tout, quand on a vécu des agressions, des traumas et tout. Je me suis pas attardé sur ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je prends assez pour acquis et d'assez basique, mais ça l'est pas forcément pour tout le monde. Quand vous subissez une agression et que vous avez un gros trauma, vis-à-vis de ça, vous pouvez avoir votre cerveau qui va tège les souvenirs en fait. Au lieu de traiter ces souvenirs, en gros, et qu'ils soient imprimés dans la mémoire, ils vont être mis dans un coin, appelé coin de l'oubli. Et vous allez pas vous souvenir de tout. Vous allez peut-être vous souvenir même de rien, mais surtout, vous allez oublier des choses liées à des événements. Si vous vous souvenez un peu de ce qui s'est passé, vous allez zapper des événements ou même tout oublier. Et ces souvenirs-là, ils peuvent revenir à des moments où vous vivez un choc, genre un accident, un décès, des trucs comme ça. Ils peuvent revenir à ce moment-là. Ils peuvent être incomplets. Ils peuvent rester incomplets toute votre vie. Vous pouvez aussi savoir qu'il s'est passé quelque chose, ne plus en avoir aucun souvenir. Donc les souvenirs qui peuvent rester incomplets, ils peuvent être modifiés parce que la mémoire, elle aime pas les vides, elle aime pas les trucs qui ont pas l'air clairs. Du coup, la mémoire, elle va prendre des trucs et elle va les agencer ensemble et elle va réécrire les souvenirs pour avoir des souvenirs complets. Du coup, vos souvenirs peuvent ne pas tout à fait retranscrire ce qui s'est vraiment passé, mais ça veut pas pour autant dire que l'événement dont vous vous souvenez est faux. C'est juste que votre mémoire a comblé les trous en réagençant les choses. Elle a été chercher ailleurs dans votre mémoire des trucs, elle a mis les choses autrement, parce qu'elle n'avait pas le souvenir clair et précis de ce qui s'était passé. Du coup, elle a fait une espèce d'interprétation. Elle a interprété. Mais l'événement en soi, lui, il existe. Donc il y a ça c'est au niveau de la mémoire, mais ensuite, c'est des choses qui se répercutent de toute façon, même si vous vous en souvenez pas, qui vont se répercuter dans votre comportement, qui vont se répercuter dans votre façon de vous développer quand vous avez vécu ça enfant, dans vos réactions, dans votre personnalité, dans votre façon d'interagir, dans votre relationnel, dans vos relations personnelles, professionnelles, amicales, sentimentales, dans votre façon, dans vos relations sexuelles, dans votre façon de réagir à tout un tas de choses qui peuvent venir vous trigger. C'est vrai qu'on avait parlé de ça la dernière fois, par rapport à je sais plus quoi, mais que des marques que ça laisse sur le corps, des marques invisibles, enfin, qui sont pas des bleus ou des cicatrices, mais vraiment des marques traumatiques, dans le sens des zones par exemple qu'on peut pas toucher, des gestes que vous pouvez plus supporter, des actes sexuels que vous pouvez plus refaire, que vous pouvez plus supporter, des mots
que vous pouvez plus, si vous les entendez, ça va vous mettre dans des états de crise, ça va vous mettre très très mal et tout, faut déclencher votre PTSD et tout. Et ça, c'est des choses, c'est de la mémoire traumatique en fait. C'est la mémoire que votre corps et votre cerveau ont des événements, même si vous n'avez pas accès directement aux souvenirs. Et puis vous pouvez aussi avoir accès aux souvenirs. Parce que il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu toute cette période où on a beaucoup parlé de l'amnésie traumatique pour faire entendre cette réalité-là. Du fait que beaucoup de victimes ne se souvenaient pas de ce qu'elles avaient vécu, et que c'était normal, et c'est pas parce que tu t'en souviens pas et que tu t'en souviens beaucoup plus tard que ça n'a pas existé ou quoi. Ça a été important pour faire entendre le vécu de tout un tas de victimes, et pour faire entendre une des façons de vivre ce genre de traumatisme. Mais un des effets qu'a eu toute cette période-là, ça a été que quelques personnes, je sais pas quelle proportion, ça s'est inversé en gros dans la tête de certains praticiens ou quoi, en disant que oui, mais si vous avez des souvenirs et tout, si vous n'avez pas eu d'amnésie traumatique, c'est que et tout. Non, c'est juste qu'il y a plusieurs façons de réagir à ce genre d'agression, à ce genre de traumatisme. Des gens peuvent se souvenir, des gens peuvent perdre la mémoire, des gens peuvent perdre partiellement la mémoire, les souvenirs peuvent être modifiés. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, et notamment se souvenir complètement de ce qui s'est passé, comme ne pas s'en souvenir du tout. Donc un axe, une façon de réagir n'est pas censé être l'exemple de comment toutes les victimes vont réagir par la suite. Non, ça n'existe pas. J'en étais où ? Plus récemment, les découvertes des neurobiologistes ont permis de formaliser la manière dont le corps marque les coups. Notamment parce que l'expérience sensorielle et émotionnelle reste bloquée dans l'amygdale cérébrale, même si la conscience n'en sait plus rien. Lors d'un événement créant un stress extrême, comme une agression incestueuse, des mécanismes biologiques de sauvegarde nous permettent de survivre par une déconnexion entre l'esprit et les éprouvés physiques et émotionnels causés par la violence. Ce qu'on appelle l'état dissociatif. Quand vous faites agresser, pour ceux qui ne connaissent pas la dissociation, vous allez avoir principalement deux types de dissociation. Vous allez avoir la déréalisation et la dépersonnalisation. La déréalisation, c'est quand vous déconnectez du réel. C'est quand vous n'êtes plus dans le réel et que les choses autour de vous, d'ailleurs, ne vous paraissent plus réelles ou quoi. Vous êtes dans un autre endroit, vous ne comprenez pas où est-ce que vous êtes. La dépersonnalisation, c'est quand ça va être par rapport à vous-même. Vous allez commencer à ne plus sentir votre corps, peut-être plus pouvoir le bouger, vous allez plus trop savoir qui vous êtes, des choses comme ça. Et c'est quelque chose de très fréquent quand on vit une situation traumatique, d'avoir de la dissociation. Déjà pendant la situation, parce que, comme c'est marqué, c'est une façon de se défendre. Ça va vous couper notamment de la douleur, par exemple. Ça va vous couper de la violence de certaines émotions. Elles vont toujours être là. Enfin, elles peuvent disparaître. Je sais pas si elles peuvent disparaître totalement, mais en tout cas, elles peuvent être très fortement étouffées, les émotions violentes, pour qu'elles soient moins dures à vivre. Et bien sûr, il y a aussi de la dissociation non liée à des traumatismes ou non liée à de la pathologie. Tout le monde fait de la dissociation. En gros, quand vous rentrez chez vous et qu'il vous restez 5-10 minutes de trajet pour rentrer et que d'un coup, vous êtes dans votre salon en train d'enlever vos chaussures et vous comprenez pas comment ces 5-10 minutes ont passé, vous avez dissocié. Et ça arrive très souvent quand vous rentrez chez vous. Ça devient trop lourd pour nous, tu peux me dire de quitter le stream SCP. Est-ce que tu peux quitter le stream, s'il te plaît, Heather ? Est-ce que tu peux t'en aller ? Est-ce que tu peux m'envoyer un message quand tu auras coupé la fenêtre du stream ? Et si tu veux, je peux aussi te ban du stream parce que je crois que j'ai activé une option qui fait que si je vous banne du stream, vous ne pouvez plus voir le stream. C'est pas ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Je sais pas. Le truc de quand on rentre chez soi, de perdre... parce que ça y ressemble beaucoup. Après, j'imagine qu'il y a des mécanismes qui se retrouvent dans les deux, hein, j'imagine. Mais moi, on m'avait dit que la dissociation... que ça, enfin, de tout ce que j'ai entendu sur la dissociation, j'ai souvent entendu quand je joue du piano. Non, je sais pas du tout. Ça peut en être aussi, j'imagine. Mais t'as des trucs comme ça, par exemple, moi quand je fais ma vaisselle, par exemple, t'as des activités comme toi le piano et tout, le fait de rentrer chez toi, d'avoir ces fameuses 5 dernières minutes où on dit que c'est là où il y a le plus de risque d'avoir un accident de voiture. C'est parce que c'est le moment où ton cerveau se déconnecte. Tu sais que tu vas rentrer, tu penses à ce que tu vas faire en rentrant, t'es presque arrivé, et ton cerveau il arrête de faire attention à ce qui se passe autour de lui, tu déréalises,
tu t'en vas, tu conduis mécaniquement jusqu'à chez toi, et t'arrives chez toi, et t'es en mode, what the fuck, comment je suis arrivé là? Et t'as ça avec plein de trucs. Tu oublies complètement ce qui se passe autour de toi, parce que c'est un moment où tu peux reposer, enfin, où ton cerveau va se dire, ah, je me casse, vas-y, qu'est-ce qu'on fait tout à l'heure? Et si on regardait une petite série en mangeant de ça? Il faudrait quand même qu'on appelle ça. On n'a pas fini ce travail. Et c'est ces moments-là, genre moi ça m'arrive beaucoup, c'est la vaisselle, moi c'est vraiment mon moment où mon cerveau se repose et s'en va. Normalement j'ai une notif, ça doit être Heather. Ok, le stream a été coupé du côté d'Heather, je n'ai pas besoin de ban Heather, tant mieux. Mais ça peut avoir des liens avec l'auto-hypnose, pour le coup je ne sais pas du tout. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent assez souvent. On était où? Non, c'est plus rien. Ouais. Des mécanismes biologiques de sauvegarde nous permettent de survivre par une déconnexion entre les esprits et les éprouvés physiques et émotionnels causés par la violence. Ok, on en était là. Cette dissociation... Ok, le mot était juste derrière, très bien. Apprendre à lire. Cette dissociation est obtenue par la production par l'organisme d'hormones anesthésiantes qui empêcheront le fonctionnement normal de mémorisation. L'hippocampe ne peut pas faire son travail d'encodage et de stockage de la mémoire. Celle-ci reste dans l'amygdale sans être traitée, ni transformée en mémoire autobiographique. Cette mémoire émotionnelle, boîte noire des violences, piégée hors du temps et de la conscience, est la mémoire traumatique. Okay. C'est une description assez intéressante, et ça explique bien ce côté-là, le piégé hors du temps et de la conscience, ça explique bien dans le mécanisme du PTSD, du syndrome post-traumatique, le fait que des fois on a l'impression de revivre l'agression, d'être piégé, genre les flashbacks traumatiques et tout, d'être repiégé dans ce qui s'est passé et tout, et que ça arrive maintenant. C'est parce que ça n'a pas été ancré dans la mémoire, du coup ce n'est pas fixé dans le passé, ce n'est pas fixé sur une trame temporelle. Du coup c'est direct, c'est là, c'est dans cette boîte noire là qui explose à notre gueule, avec les émotions, les sensations qui vont avec, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement remettre dans le temps et conscientiser comme c'est passé, c'est plus le cas à présent, c'est plus ce qui se passe maintenant. Et c'est là aussi que des thérapies comme l'EMDR sont assez efficaces. Alors, pour le coup, moi je peux pas faire de EMDR, ça me provoque des crises dissociatives. C'est chiant. Mais je sais que c'est quelque chose qui marche assez bien, et le mécanisme en soi est assez lucide en fait. La mécanique pour le EMDR est assez lucide parce que c'est faire en sorte de répéter oralement, avec les mouvements oculaires ou les tapotements, tout ça, tu racontes ce qui s'est passé, et tu essayes, par les outils de l'EMDR, de le mettre dans la mémoire, en fait, de le faire passer dans la mémoire. C'est compliqué, mais il paraît que c'est assez efficace, ça marche sur pas mal de personnes. Moi, ça me provoque de la disso, donc je peux pas en faire. C'est comme, moi, c'est la méditation. C'est horrible. À chaque fois que je suis dans un truc pour faire un truc ou quoi, et que les gens disent non, on va faire un petit peu de méditation, moi je suis en mode bah non, moi non. Mais si ça fait du bien et tout, bon, bah c'est-à-dire que moi je risque de dissocier, de faire une crise de PTSD, parce que c'est toujours ça que ça me provoque, la dissociation. Tu veux quand même prendre le risque? Parce que moi non. Très chiant les gens qui insistent de ouf pour te faire des trucs soi-disant parce que c'est censé te faire du bien, ça te fait forcément du bien la méditation, tout ça. Donc vas-y, fais-le, ça peut te faire que du bien, alors que tu sais très bien que c'est pas bon pour toi. Pardon, je râle, mais j'ai besoin. C'est un truc qui me saoule. Ça m'est beaucoup arrivé par le passé. Heureusement, maintenant, la dernière fois que ça m'est arrivé de me retrouver avec des gens qui faisaient de la méditation, j'ai pu dire ok, je peux pas faire ça, ça me provoque des crises. Les gens étaient en mode ok, est-ce que tu veux qu'on ne le fasse pas, ou tu peux faire autre chose à côté et tout, pour garder la dynamique de groupe. C'était en gros genre, est-ce que tu préfères qu'on fasse autre chose tous ensemble, ou est-ce que ça va si nous on fait ça et toi tu fais autre chose, et voilà, et les gens n'ont pas cassé les couilles comme d'habitude. Ça c'est plutôt cool. Des faits graves avérés risquent d'être totalement amnésiés dans 10 à 40% des cas, selon les contextes et les études disponibles. Par ailleurs, les souvenirs traumatiques sont rarement complets. La part cognitive d'un souvenir disponible peut être privée de toute mémoire émotionnelle et sensorielle. Il arrive fréquemment qu'un pan entier de l'enchaînement des événements soit manquant, ou alors c'est le contexte qui se perd dans un brouillard opaque. Ces recherches et observations cliniques signifient que nombre d'entre nous vivent avec des souvenirs traumatiques informulés.
Ouais, de souvenirs privés de toute mémoire émotionnelle et sensorielle. Ça, c'est un truc qui me parle aussi. Ça, c'est un truc qui m'est arrivé. T'as le souvenir, tu sais que c'est arrivé, mais pour toi, c'est tout à fait normal parce que t'as pas t'as rien autour. T'as juste ça et tu dis, ouais, c'est normal. Ton cerveau. Enfin, moi, j'ai des agressions que j'ai vécues enfant où mon cerveau était pendant très longtemps en mode, ouais, c'est normal. C'était, ouais, relation normale, quoi. Non, pas trop, non. T'avais 9 ans, il en avait 16, non, bof. Euh, C'était forcé et tout, mais le cerveau a coupé la partie contextuelle, émotionnelle et sensorielle, et t'as juste le souvenir qui existe de l'acte. Et rien d'autre accroché dessus, et tu peux du coup rester pendant très longtemps dans ce déni en te disant oh, c'est bon, tout baigne, ça va, c'était normal, tout est ok. Euh, Cette mémoire traumatique réduite au silence se manifeste pourtant, parfois bruyamment, comme un ennemi en soi, un agresseur introjecté, disait Sandor Ferenczi, un colonisateur infiltré. C'est pour ça qu'on parle aussi pas mal des corps colonisés. Je crois. Si, me semble. Je voulais m'arrêter sur un truc, je sais plus. Oui, non, oui, mais c'était encore d'un point de vue politique, mais j'ai déjà dit que les agressions, les violences sexuelles et tout, qui sont très souvent silenciées et dont on a soi-même souvent beaucoup, soit de déni, soit plus les souvenirs et tout, se voyaient. C'est comme pour les fameux handicaps invisibles. Ça se voit. Arrêtez. Enfin, si, on a besoin d'utiliser un handicap invisible parce que les gens sont trop cons, les valides sont trop cons, mais ça se voit en vrai. Genre, ça se voit. Si on arrive à se voir entre nous, c'est bon, c'est que ça se voit, un minimum. C'est un minimum d'effort. Et en fait, c'est un truc de la société comment dire, t'as des gens qui vont montrer certains comportements. Et dans tout l'aspect silenciation en fait de l'ampleur des violences sexuelles, ben en gros on va faire en sorte de pas voir ces comportements. C'est ce que je disais sur la prévention auprès des enfants. Il y a des signes assez faciles à repérer chez les enfants qui généralement sont totalement ignorés. Parce qu'il n'y a pas de prévention, que la prévention n'est pas bien faite, il n'y en a pas assez, parce que des fois il n'y en a même pas du tout. Mais il n'y a pas de prévention, j'ai déjà dit. Parce que les gens sont en mode non, mais ça se trouve, c'est rien et tout. Alors qu'il y a des signes qui sont assez évidents. Et les gens sont en mode. Très souvent, c'est vrai que tu as souvent deux réactions. Soit ah, mais j'avais jamais rien remarqué, on savait pas, j'avais jamais rien remarqué. Soit, ah, ça explique des choses. T'as souvent ces deux penchants dans les réactions des gens. Ça va être par exemple des réactions d'évitement, des changements de comportement très soudains. Chez un enfant, ouais, on en avait déjà parlé, mais je peux le refaire. Donc, vous allez avoir l'évitement, enfin, un changement brusque du comportement chez un enfant. Comportement global, donc par exemple, changement total de comportement à l'école, changement total dans les résultats scolaires, changement de comportement avec son entourage, évitement des adultes, peur des adultes, évitement du contact et d'un adulte en particulier, évitement du contact global, de l'énurésie, plein de choses comme ça. Des changements de comportement, un gamin qui se renferme, un gamin qui va fuir le contact, alors qu'avant il aimait bien ça, par exemple les câlins et tout, qui va faire tout pour ne pas être en présence de certaines personnes de la famille. C'est des signes assez visibles quand même, mais apparemment non. Et c'est pour ça que la prévention, c'est quand même quelque chose d'important. Mais on sait que les gens... Enfin, il y a une lutte active dans la société, en France. Il y a une lutte active contre la prévention auprès du jeune public. Et ça, bah, c'est dans... Alors, ils disent que c'est pour protéger les enfants à l'extrême droite, mais clairement, si tu luttes pour la prévention, tu luttes pour la prévention contre les violences sexuelles infantiles, c'est que c'est un petit peu... voilà. En gros, ça vient renforcer bah, cette culture de l'inceste, en fait. Et cette culture des violences pédocriminelles. Très française. Hein. Alors, on trouve ça partout dans le monde, mais c'est vrai qu'en France, on a un truc avec ça. Hein. On l'a vu hein, avec tout plein de personnalités artistiques, politiques. Hein. On l'a bien remarqué.
Où est-ce que j'en étais? J'en étais à colonisateur infiltré. Ok. Lors de la constitution de la mémoire traumatique, les propos dégradants, l'excitation perverse, les comportements de l'autoriste sont enregistrés au même titre que les autres éléments de l'expérience, sans que l'esprit soit en mesure d'identifier ceux-ci comme ne lui appartenant pas. Certaines situations réactivant le trauma sont alors susceptibles de réveiller les aspects de ce dernier appartenant à l'agresseuse et amener la victime à rejouer des scènes qui ensuite, quand elle sera de nouveau connectée à elle-même, produiront de la honte, du dégoût ou de la haine d'elle-même. Cette phrase était excessivement longue. Attendez, je reprends parce que ça m'a perdu. Ok, lors de la constitution de la mémoire traumatique, les propos dégradants, l'excitation perverse, les comportements de l'autoriste, bref, tout ce qui est lié à l'agresseuse est enregistré au même titre que les autres éléments de l'expérience dans l'esprit. Et on n'est pas en mesure d'identifier ceci comme ne nous appartenant pas. Donc les propos dégradants, l'excitation perverse et les comportements. Et l'autre phrase du coup, parce que moi j'ai lu tout d'une traite et j'étais perdu. Certaines situations réactivant le trauma sont alors susceptibles de réveiller les aspects de ce dernier appartenant à l'agresseuse et amener la victime à rejouer des scènes qui ensuite, quand elle sera de nouveau connectée à elle-même, produiront de la honte, du dégoût ou de la haine d'elle-même. D'où cette peur d'être un agresseuse quand vous avez cette réviviscence et que vous allez sentir des choses qui appartiennent à l'agresseur et pas à vous en tant que victime, des choses de l'agresseur, quand vous allez sentir des sentiments, de l'excitation, un désir de dégradation, soit de soi-même, soit d'autrui, d'où cette peur d'être soi-même, de pouvoir soi-même devenir une agresseuse ou d'être soi-même un danger pour ses proches. Donc produiront de la honte, du dégoût ou de la haine d'elle-même. Jade détestait ses relations avec les hommes et aurait aimé, pour ne pas nuire à son enfant de 5 ans, moins dépendre du cannabis et de l'alcool. Certains de ses partenaires présentaient des personnalités très inquiétantes. Et quelques courants de pensée auraient volontiers qualifié son comportement du terme insultant traumatophile. Hein? C'est quoi traumatophile? Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Je veux pas savoir. Ça existe ça, au secours? Jade paraissait gouvernée par un principe hostile qui la conduisait toujours dans les situations les plus humiliantes et dangereuses pour elle. Les hommes qu'elle fréquentait ne manifestaient, pour la plupart, aucun respect pour sa personne, utilisant son corps et son souci de satisfaire l'autre, sans aucun scrupule, ou l'exploiter émotionnellement. On va s'arrêter là-dessus après. Et je pense que c'est le dernier truc sur lequel on s'arrêtera pour cette lecture. Jade, pour sa part, se gratifiait de la conviction d'être bonne au lit. Tout cela lui paraissait incompatible avec son amour pour sa fille, lui faisant craindre de la mettre en danger, mais aussi les valeurs personnelles qui soutenaient son engagement dans l'association pour laquelle elle travaillait, son sens de la justice et son goût pour les relations paisibles et harmonieuses. Jeanne ne se comprenait pas, comme si elle hébergeait dans sa psyché une inconnue au comportement haïssable. Je voudrais revenir sur ça. Alors, attendez. Le truc que je voudrais... Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du stream, on a un petit fichier texte à côté où on note des choses sur le stream et des choses qu'on voudrait développer ou aborder plus tard. Et là, il y a un truc qui me semble assez intéressant à noter. Donc, je vais mettre la date du stream. Je vous expliquerai après. 29/01 2024. C'est au niveau de tout ça, parce que c'est quelque chose qu'on connaît sans doute un peu tous. Je sais pas s'il y a des gens qui arrivent à échapper à ça, des victimes qui arrivent à échapper à ça, du fait d'aller vers des personnalités, vers des personnes très nocives pour nous, très toxiques, très violentes, et de revivre ces situations, et d'aller dans de se mettre dans des relations absolument pas respectueuses de soi, et vraiment dans une dynamique très destructrice. Je me dis que ça pourrait être intéressant, au même titre qu'on développe tout un truc sur la prévention, notamment auprès des enfants. Ça serait peut-être intéressant d'essayer de développer des moyens d'aider et de s'entraider déjà de base, et les victimes au global
pour, euh, pour réussir à aller vers des relations plus saines et plus respectueuses. Je sais pas comment expliquer ça très clairement. Mais en gros, je me dis que ça serait intéressant quoi, de réfléchir à ça, de réfléchir à des choses qu'on peut créer et tout. euh, euh, Au même titre donc, que la prévention pour accompagner les victimes sur le plan relationnel, enfin des aides pour les victimes, pour d'une part, enfin en fait pour se souvenir qu'on a le droit d'être respecté euh, et se rappeler que c'est très fréquent quand on est victime d'aller dans des relations de merde et que c'est pas de notre faute, mais essayer de donner des conseils pour essayer de sortir de ce cercle vicieux et d'avoir des relations où on est respecté. Je sais pas comment, sous quelle forme noter ça. Je vais essayer de, je sais pas. Euh, euh, je vais le noter de façon très littérale, hein. Ça serait bien de trouver des choses à produire, des choses à faire, je sais pas, des choses à faire, pour rappeler aux victimes que c'est courant et normal, en tant que victime, de se retrouver dans des relations très nocives pour ça, que ce n'est pas de notre faute si on n'arrive pas à les éviter ou à en sortir, et donner des moyens, des outils d'aide pour sortir de ce cercle-là et, se construire des relations saines et respectueuses. Des relations saines et respectueuses, tout simplement. Je le note comme ça parce que c'est déjà pas totalement clair dans ma tête, mais je voulais quand même m'arrêter là-dessus. Je voulais juste... On va continuer de lire un petit peu. Lorsqu'une victime ignore tout ou partie de ce qui lui a été infligé, elle protège et perpétue malgré elle le système de domination. C'est rude. Il ne lui est pas possible de mettre fin aux agissements des agresseuses par une action en justice. Petit 1, enfin petit point, petite note de bas de page. Et hélas, quand les souvenirs ressurgissent avec précision, la justice française les enterre à nouveau sous la prescription. Ouais, super. Mais oui, effectivement. Quand ils l'enterrent pas juste parce qu'ils disent qu'ils peuvent pas prendre ta plainte. Même si les délais de prescription sont pas encore passés. Plus derrière les procédures qui sont extrêmement pénibles pour les victimes, extrêmement longues, tout ça, et souvent requalifiées dans des trucs moins graves, sous des termes moins graves, dans des cours pour des trucs moins graves, et en fait, t'as aucune réparation de toute façon, tout en étant maltraité pendant toute la procédure. Voire c'est classé comme non-lieu. Sinon, aussi. Attends. De mettre fin aux agissements des agresseuses pour une action en justice. Celui qu'elle a introjecté malgré elle est inaccessible, invisible, insaisissable, et ceux qu'elle rencontre, peut-être dans une recherche aveugle d'élucidation du drame initial, peuvent facilement arguer de son consentement. Le silence de la mémoire protège les agresseuses. Je comprends pas trop ce paragraphe, je sais pas, j'y liais bien avec, genre, il n'y a pas à avoir d'injonction à porter plainte et tout, sachant que ça mène généralement à pas grand-chose, qu'il y a très peu d'agresseurs condamnés, que si tous les agresseurs étaient condamnés, comment on ferait niveau pénitencier, étant donné qu'il y a déjà très peu d'agresseurs condamnés, alors qu'il y a une énorme proportion d'agressions, et que les prisons sont déjà pleines, et que les prisons de toute façon ne servent à rien, et ne sont pas efficaces pour traiter quoi que ce soit, et que ce sont des outils de contrôle, ici on est anticarcéral évidemment. Euh... Euh... Donc ouais, il n'y a pas... Enfin, c'est des procédures giga pénibles et tout, qui mènent souvent nulle part et qui sont extrêmement violentes, et même qui peuvent avoir un très gros coût, même financier, pour les victimes. Donc ouais, l'injonction à l'action de non-justice, bof, je sais pas. Après, je comprends peut-être pas le propos, il faut peut-être que je vise un peu plus loin. Et le truc de protège et perpétue malgré elle le système de domination parce qu'on se souvient pas de notre agression, je trouve ça un petit peu
étrange, mais peut-être ça trouvera sens un peu plus loin. Bon, pas... Je suis pas du parti d'aller taper sur les victimes du fait qu'elles parlent pas de leur agression et qu'elles dénoncent pas leur agresseur parce qu'elles sont traumas et compagnie. J'ai plus tendance à taper sur les gens qui contribuent à la culture des violences sexuelles dans la société, qui protègent les agresseurs et qui prennent tout l'espace public et tout le temps de parole pour balancer des trucs faux sur les violences sexuelles, pour pouvoir servir un agenda politique généralement conservateur, tout le temps conservateur, et, en tapant sur des minorités, et qui du coup, en prenant cet espace de temps et ce temps de parole, empêche que sur ce temps de parole et d'écoute soit établie une vraie politique de prévention efficace. Et du coup, là, sont clairement, très clairement, responsables de la continuité de la perpétuation des violences sexuelles et du système de domination. Je vais continuer un peu parce que cette partie est un peu bizarre et je voudrais voir où est-ce que ça va. Il est connu que dans certains cas, des substances ont à dessein été administrées à la victime, enfant ou adulte, au moment des violences. Alcool, drogue, médicaments, etc. Si la terreur et le choc traumatique, l'immaturité psychique et la vulnérabilité infantile n'avaient pas suffi à faire taire la victime, les produits y parviendraient. L'enfant pourrait tout aussi bien être mort sous les coups, puisqu'elle ou il ne peut plus témoigner de l'autre monde, ou est enfermé à jamais sa mémoire. C'est ainsi que l'autoriste des faits peut faire l'économie de la violence physique et commettre un crime parfait. De plus, la victime se sent coupable. Sa honte diffuse ses comportements indignes, souvent à l'opposé de ses valeurs personnelles, mais aussi les phrases dévalorisantes qui résonnent encore en elle, sans qu'elle en connaisse la source, et lui interdisent de s'accorder le moindre crédit. La pensée fugitive que tout ne s'est pas bien passé dans l'enfance, l'image incongrue d'un sexe d'adulte sous un regard d'enfant, au secours, la sensation déplaisante d'une excitation face à une scène de violence ne reçoit pas d'autre interprétation qu'un nouveau signe de sa propre toxicité. Le mal, c'est soi. Est-ce que là, du coup, le paragraphe qu'on a lu avant, c'était du point de vue autodestructeur d'une victime, du coup, que c'était de sa faute si ça se perpétuait et tout, parce que la victime ne se souvenait pas, s'était pas rappelé, ne l'avait pas dénoncé, tout ça. Est-ce que c'était dans ce sens-là? Parce que j'avoue que j'ai pas trop compris. Et plus la victime s'enfonce dans le sentiment de sa culpabilité, plus les agresseuses sont tranquilles. Dans l'inceste, modèle absolu de l'agression sexuelle contre l'enfant, il est impératif pour la victime de maintenir la situation de tendresse antérieure, de faire comme si papa était toujours papa, comme si sa confiance et ses élans affectueux n'avaient pas été trahis. Il y a une petite note. Pour un enfant, une adulte est toujours potentiellement à une parente. L'enfant attend donc de l'adulte qui, elle, se comporte en protectrice et en guide en cas de besoin. En ce sens, on pourrait dire que toute agression sexuelle contre un enfant relève de l'inceste, s'inscrivant seulement selon la gravité plus ou moins haut sur une échelle de la trahison éthologique. Oui, c'est vrai que... Je sais pas si c'est dans ce bouquin ou sur le crime que j'avais lu ça, je sais pas si c'est dans le bouquin, mais que, en gros, on a souvent cette image que les violences incestueuses, ou incestueuses, bref, sont exclusives à la relation familiale, mais du point de vue d'un enfant, en fait, c'est facile. On peut élargir en fait la catégorisation d'inceste à l'extérieur du familial, parce que pour un enfant, un adulte, après c'est pas forcément un adulte, mais il y a aussi des agresseurs enfants et c'est des cas très compliqués, mais un adulte, n'importe lequel, déjà généralement va se retrouver dans son entourage proche, sinon l'enfant n'aurait pas de raison de le connaître, et cet entourage proche, il fait office d'entourage familial. Il va avoir des mécaniques pas exactement les mêmes, mais assez similaires, assez proches, des façons de fonctionner assez proches, que ce soit l'école, des amis ou quoi. Ça va être quasiment comme si c'était son environnement familial, en fait, l'environnement proche de l'enfant. C'est pour ça qu'on dit qu'on étend l'inceste hors de la question juste du lien de parenté. Il serait impossible de continuer à vivre, manger suffisamment, aller à l'école et comprendre ce qu'on nous dit, en gardant présente à la conscience la réalité de la violence sexuelle incestueuse.
Alors c'est l'enfant qui s'accuse, ou plutôt qui croit devoir s'accuser, alors qu'elle ou il ne fait que réciter une leçon odieusement enseignée. Elle ou il est coupable. C'est l'enfant qu'on accuse et l'adulte qu'on protège. Le sentiment de culpabilité de la victime appartient au crime. Les autoristes en ont autant besoin pour perpétuer leur acte que d'un coin tranquille. Wesh. Ce passage, il est pas très sympathique. Compliqué, hein. De même, l'amnésie ou le refoulement, si l'on préfère, protège l'enfant de l'impensable cruauté du monde, mais, paradoxalement, participe de la perpétuation de celle-ci. Mais c'est pas sa faute, gros, calme-toi. La stratégie systématique et quasi infaillible d'inversion de culpabilité, déployée par les autoristes, se perfectionne en inversion de protection. Les victimes sont désignées pour leurs symptômes, leurs crises, leur fragilité, et les autoristes impunis. C'est assez violent comme constat. Hein. Le message se diffuse ensuite dans toute la société. Les victimes, réduites en esclavage par le système de domination, s'en trouvent les héros. Pas héros... alors c'est héros H-E-R-A-U-T-S. Comme les victimes de tortures terrifiées servent aux dictatures pour renforcer leur pouvoir par l'image de leur déshumanisation, les victimes d'inceste privées de parole servent malgré elles le système incestueux. Oh la vache. Hein? Mais c'est pas de leur faute. J'ai du mal avec cette formulation de que les victimes servent le système incestueux, ne serait-ce que par leur fonction de victime, en fait. Et la comparaison, enfin l'usage du terme esclavage aussi, j'ai du mal. Même s'il y a de l'esclavage sexuel, mais c'est des choses différentes encore. Je vais avancer parce que je comprends pas trop, et comme ça on aura passé ce passage pour la prochaine fois. Les systèmes de domination, publics ou privés, assurent leur pérennité par le silence imposé aux victimes. Ça oui. Attendez. Mais c'est quoi ce passage? Je comprends pas. Parce que c'est le système qui protège et qui permet les agressions. C'est le système aussi qui met les victimes à cette place de personnes fragiles et d'exemple de qu'est-ce que ça fait d'être une victime. Pour que le système ne change pas à titre d'exemple. Oui, je vois. Oui, donc c'est pas la faute des victimes, c'est la faute du système. C'est juste que j'ai du mal à comprendre le passage. Je sais pas. Mais je crois que je comprends, mais j'ai du mal à comprendre l'écriture du truc, je crois. Enfin, la façon de formuler. Rien à voir avec la culpabilité. Ah, je sais pas si je comprends quoi que ce soit. Oui, là, on n'est plus dans la culpabilité de la victime. On est dans comment la victime est présentée par la société. Comment la société utilise la victime. La société utilise la victime pour montrer, regardez, qu'est-ce qui se passe et tout. Et de l'autre côté, protège les agresseurs. Oui, on savait ça, oui, on avait compris. On a remarqué. À chaque caloute, on a remarqué. À chaque fois que une personnalité politique prend la parole sur les violences sexuelles, on a remarqué. Les victimes ont un rôle d'exemple pour que les autres victimes restent soumises. Ouais, tu crois que c'est ça qu'il dit? Comment les victimes ont un rôle d'exemple pour les autres victimes restent soumises. Pourquoi? Les effrayer. Oui. Je crois que je comprends R à ce que je suis en train de lire. Hein. Je crois que je comprends rien. Regarde ce qu'il se passe quand tu en parles, par exemple. Alors moi maintenant, quand j'en parle, tout va bien. Mais parce que j'ai fait beaucoup de vide dans mes relations. Et parce que j'en parle... Si, j'en parle à mon psy, mais parce que c'est un gars bien. Tu ne vois pas où je veux en venir. Et effectivement... Je ne vois pas où tu veux en venir, mais je pense que j'ai du mal à comprendre et que c'est compliqué pour moi de comprendre actuellement. Pas toi en particulier. Ah, ok, en général, ok. Je comprends. Désolé, je pense que je suis perdu. Le problème, c'est que le paragraphe suivant commence par « c'est donc, par exemple »,
et ça embraye sur la suite directe, quoi. Et il faudrait qu'on s'arrête là parce que moi je suis complètement du père et j'arrive plus à comprendre. Attends, regarde ce qui se passe quand tu en parles. Ah, en général, si vous parlez, regardez les conséquences. Oui, ok, d'accord, oui, d'accord. Les victimes, de manière, les victimes sont tout le temps instrumentalisées. Et les violences sexuelles aussi sont instrumentalisées pour maintenir les systèmes de domination en place, oui. Ça, oui. Ok. Ok. Je comprends mieux. Merci d'avoir expliqué. Il faudrait qu'on aille à la fin de cette histoire, histoire que je puisse mettre une vraie pause. Genre si on va là. Si on va là, ça a l'air bien. Ok, je lis juste ça. J'arrive. Et après, on arrête tout. Parce que là, je comprends plus rien, moi, à ce que je lis. C'est compliqué. Alors, il est 18h59. Ok. Pas si tard. Oula. Je vais respirer. C'est donc, par exemple, l'auteur de viol sur cette adolescente précocement alcoolisée, trop peu défendue, qui sera protégée par le droit. Un comble et la présomption d'innocence. Oui. Quand il y a eu des violences sexuelles pédocriminelles, cette formule est particulièrement malvenue, dans un champ où c'est justement, grâce à la rescousse de théories psychologiques ou libertaires détournées, l'innocence de l'enfant qui est mise en doute. Nous devrions plutôt parler de présomption de non-culpabilité. Invoquer l'innocence, possible d'une personne mise en cause pour inceste, ouvre grand la porte au débat savant sur la perversion polymorphe de l'enfant. Oh, niquer vos mères avec Freud, hein. Là c'est bon. Hein. L'investigation se déplace du coup sur qui est innocent, là le mis en cause ou l'enfant. Dans ce contexte, la notion d'innocence insuffle l'idée que la justice interviendrait autant pour des raisons morales que pénales. Il n'est plus question de savoir si quelqu'un a commis ou non un acte interdit par la loi, en raison des graves préjudices causés aux victimes, mais de révéler si quelqu'un est vraiment pur et sans tache, ou au contraire répugnant. Il n'est plus question de savoir si une enfant a bien subi ces belles gestes-là de cette personne-là, mais si, comme dans les contes moraux du siècle passé, l'enfant est ou non coupable de mensonge. J'ai envie de crever. Oui, donc ça montre comment la procédure et le système judiciaire, pas juste ça, mais même les réactions et tous les jugements moraux qui vont être mis sur ces réactions, vont se focaliser uniquement sur la victime et vont évaluer la véracité des propos sur ce qu'a vécu la victime et ne vont pas du tout s'attarder sur l'auteur du viol. Donc je comprends. Oui, on va détourner la charge en se concentrant que sur la victime et en mettant toute la charge de la victime, avec la victime qui doit prouver son innocence et sa non-culpabilité. On va s'arrêter là. Hein. Ok, la vache. C'est assez intéressant, mais c'est dur à lire et c'est dur à comprendre. Okay. On est à la page 34. On avance très lentement. Si tu veux le début du livre, il y a les replays. Les deux derniers replays, il y a les deux premières, enfin les deux parties de l'introduction. Il y a on parle beaucoup aussi. Ah, j'ai mal au bide. Il n'y a rien qui va. Je commence à me sentir malade. Je vous envoyais quelque part, on va arrêter le stream. Ah, j'ai envie de vomir. Je vous envoyais chez Delphéa. Je vous raide chez Delphéa parce que moi je me sens pas bien du tout. Du coup, il faut vraiment que j'arrête vite. J'ai envie de vomir et tout. Aïe, mal au ventre. Je vous envoie là-bas. Ça joue à Baldur's Gate 3. Soyez pipou et gentil, bien sûr. Et voilà. Et Delphéa, pour la présenter, c'est une pote à moi. Et qui stream, qui est très très gentille, très sympathique. Qui fait partie du collectif Afro-Gabeuse. Qui fait principalement du jeu vidéo. Et des fois des jeux avec plusieurs personnes. Voilà. Et qui parle aussi d'un point de vue militant d'afroféminisme. Au gré de ses streams, bien sûr. Voilà, je vous envoie là-bas, soyez gentils. Hop. Et passez une bonne soirée, si c'est possible après tout ça. Voilà. Moi, je vais sombrer quelque part, je pense.
Je suis sans doute dans un jeu qui s'appelle FF14. Voilà, je vous envoie là-bas. Des bisous, bonne soirée.